que j'ai le petit cadre rouge autour. Est-ce que tout le monde voit bien? Super. Donc candidat au RIS, vraiment je vais passer, être plutôt sur des généralités. Donc levure opportuniste émergente qui a résistance naturelle au départ, pas si résistant que ça, mais qui a acquis très vite des résistances à certains antifongiques, et qui peut même devenir multirésistante, voire, pan-résistante dans certains pays. Décrite pour la première fois en 2009 et vous pourrez trouver des articles assez intéressants qui parlent du rôle du réchauffement climatique dans l'acclimatation de cette levure, à l'homme. Je vous renvoie à cette, belle revue générale de la littérature qui a été faite par, Alexandre Alagno et Guillaume Desoubeaux, qui décrit très bien l'émergence de ce champignon au fil des siècles et même, et plus récemment. Les infections invasives sont décrites dès 2011-2012 sur d'autres continents et en Europe, la première épidémie, c'est 2016 en Angleterre. Alors, elle a quelques spécificités et en particulier, elle est donc thermotolérante et allotolérante, c'est-à-dire résistante à des concentrations salines assez importantes. Et une des spécificités qui va vraiment nous casser les pieds en milieu hospitalier, c'est une adhésine, hein, spécifique, donc voilà, quelque chose qui lui permet vraiment de coller. Alors, ça colle dans l'environnement, c'est pour ça que j'ai mis le gag du capinet d'Anoc avec son sparadrap, mais ça colle vraiment très bien dans l'environnement, ça persiste longtemps et du coup, ça va évidemment entraîner c'est une des choses qui fait que ça va, rendre les épidémies hospitalières assez difficiles à maîtriser avec une acquisition en milieu de soins, bon, qui peut se faire par différentes manières, comme d'autres micro-organismes. Mais là, c'est vrai que l'environnement et le matériel contaminé est particulièrement concerné par cette levure. Elle a quelques autres caractéristiques qui vont nous aussi contribuer à ce que ce soit pas évident à gérer, puisqu'elle pousse lentement et donc si c'est même très lentement et ce qui fait qu'évidemment vous n'aurez pas votre réponse, aussi rapidement que vous pourriez avoir par exemple avec une bactérie hautement résistante, multirésistante. Ça pousse vraiment pas vite et du coup, ben, ça va être plus compliqué d'avoir vos réponses très vite sur, vos dépistages, vos résultats de prélèvement. La virulence n'est pas différente d'autres levures, d'autres candidats. Néanmoins, comme elle est plus résistante, plus difficile à diagnostiquer, finalement, ça va quand même la rendre plus compliquée à gérer, en milieu hospitalier en cas d'épidémie. Donc ça peut donner une forte morbimortalité en cas de fongémie ou de pneumopathie. Un tout petit peu d'épidémio, alors qui est plus tout à fait récente, mais j'ai pas, trouvé de courbes plus récentes, sur, Eurosurveillance. Bon, vous voyez, c'est typiquement une émergence. Après, bien sûr, hein, on dépiste de plus en plus, donc on en trouve de plus en plus. Mais vous voyez que voilà, ça augmente tous les ans avec un nombre quand même non négligeable d'infections. Et puis sinon, bien sûr, toujours des colonisations. Ça, c'est la carte, d'Europe de la diffusion en Europe. Vous voyez que voilà, c'est assez différent d'un pays à l'autre. L'Espagne, la Grèce, l'Italie sont plus touchés que nous. Et pour ceux qui auraient tendance à vouloir, disons, peut-être minimiser les choses en disant: «Bah oui, finalement, c'est pas plus virulent, c'est un candidat et on connaît déjà les candidats». En Grèce, dans cet hôpital donc qui a eu, une très grosse épidémie, un hôpital donc universitaire, bah, c'est devenu le premier agent de candidémie, ce qui est pas une très bonne nouvelle. Donc en 2023, c'est devenu le plus répandu et donc il rappelle évidemment, hein, ce que vous connaissez, hein, c'est que c'est bien, les mesures, très, strictes de contrôle des infections et la maîtrise de la prescription des antifongiques qui vont permettre quand même de limiter la menace. Puisque là, ils ont maintenant un isolat, pan-résistant aux échinocandines, ce qui est quand même du coup, bah, vous arrivez à l'équivalent des bactéries, toto-résistantes en fait, mais sur une levure. Ça, c'est l'épidémiologie française, donc qu'on peut retrouver, via le Centre national de référence des mycoses invasives. Donc vous voyez, voilà, alors 2025 évidemment encore incomplet. Donc voilà, pareil, ça augmente de plus en plus.
Nous, on a échangé avec les autres CEPIAS pour savoir s'ils étaient touchés ou pas. Il y a eu une autre épidémie en Île-de-France, mais sinon, c'est plutôt des cas sporadiques, et en particulier chez des rapatriés sanitaires qui sont qui étaient particulièrement concernés. Alors évidemment, c'est peut-être aussi particulièrement chez eux qu'on les a cherchés, mais clairement, le lien avec l'étranger, c'est un peu comme au début des BHR, souvenez-vous. C'était il n'y a pas si longtemps, et là, on est dans la même situation. Il y a une stratégie de dépistage pour le moment extrêmement hétérogène sur le territoire, parce qu'il n'y a pas de recommandations extrêmement précises non plus, et donc une sous-estimation très probable, puisque ceux qui ont commencé à proposer au dépistage à leur CHU dans d'autres CEPIAS, dès qu'on cherche, on trouve. Et donc voilà, on est sûrement sur une sous-estimation du phénomène. Alors conduite à tenir, moi je rentrerai vraiment pas trop dans le détail, parce que ça nous prendrait vraiment du temps. Ce que je peux recommander à ce qu'on peut proposer à ceux qui ne se seraient pas encore penchés sur le problème, c'est d'abord vraiment d'anticiper avant de se lancer dans quoi que ce soit d'autre, c'est de regarder quelles sont les capacités de votre laboratoire, aller regarder les recos, aller lire les documents, bien se familiariser déjà, voir est-ce que vous êtes plutôt très concerné ou pas très concerné, parce qu'effectivement pour le moment, on sait quand même plutôt, si vous n'avez jamais de rapatriement sanitaire, je me suis rendu compte des rapatriements sanitaires, il y en avait dans beaucoup d'endroits, il y en a une centaine par an en Hauts-de-France. Mais en tout cas, voilà, anticiper, regarder tranquillement et voir avec le laboratoire quelles sont les possibilités. Et puis ensuite, voir qui vous allez vouloir repérer, qui vous allez vouloir dépister. Et ensuite, bien sûr, il y a une conduite à tenir, il y a des mesures particulières de précautions complémentaires à prendre, et bien sûr à signaler ensuite si jamais vous en trouviez, pour que on puisse continuer à suivre cette émergence. Pour les documents plus précis, je vous renvoie entre autres, mais pas seulement, aux documents que nous avons fait donc à la suite de cette de cet épisode qu'on a eu dans la région. Donc on a proposé une fiche assez générale, enfin synthétique mais un peu générale sur candidat au risque, une fiche sur les précautions complémentaires, 2 flyers patients d'information, et puis un tableau un peu d'aide à la décision, hein, on n'a pas la prétention d'avoir absolument évalué, mis en pratique toutes les situations, mais c'est pour essayer de vous aider à prendre des décisions ou à rédiger vos propres documents. C'est un tableau qu'on a fait sur le modèle du tableau vert, orange, rouge, que vous connaissez pour ceux qui sont familiers des recos BHRE, pour essayer de vous donner des pistes pour, je dépiste qui, quand, en fonction de quels critères, est-ce que le patient initial était en précaution ou pas, etc. On s'est basé sur les recos du Haut Conseil, mais aussi on est allé un peu plus loin parce que il y avait parfois des choses un peu manquantes ou qui nous semblaient pas tout à fait aller assez loin, parce qu'on a vu avec la situation qui vous sera présentée après que ça peut quand même aller assez vite, et après de faire des situations qui sont très bloquantes et qui vont impacter l'offre de soins d'un hôpital. Donc voilà, nous on a un peu fait des propositions un peu plus fortes dans certaines situations. Après voilà, rien ne vous oblige à suivre ce document, mais ça peut vous donner des pistes. Et puis je vous ai mis aussi le lien de la page dédiée à Candida auris sur le site du REPIA, où il y a encore d'autres documents qui pourront vous aider à prendre en compte ce risque. Alors, doit-on gérer Candida auris comme une BHRE? C'est une question que je trouvais intéressante de nous poser collectivement. J'aurais tendance à dire que oui, mais parce que bien sûr, je m'adresse aux hygiénistes qui sont présents, bien sûr que votre connaissance fine et ancienne de la stratégie BHRE, c'est un peu quand même un peu les mêmes systèmes, hein. On est sur des points communs, il y a une notion de rapatriement sanitaire, il y a un lien avec l'étranger, il y a des notions de contact, de cohorting, etc. Donc bien sûr, on est sur le même raisonnement, on va dire intellectuellement, c'est proche. Cependant, c'est pas une bactérie. C'est pas, du coup, ça marche pas pareil, ça réagit pas pareil, c'est pas le même réservoir, c'est pas la même survie environnementale. Et puis il y a un point quand même majeur, c'est que c'est pas la même expertise biologiste que des bactériologistes, des gens qui savent bien faire sur les BMR, BHRE, il y en a quand même beaucoup. Des mycologues, il y en a quand même moins. En tout cas, des gens vraiment, on est sur quelque chose, une expertise un peu plus de niche, hein, si je peux dire comme ça. Et du coup, voilà, c'est pas pareil et ça entraîne pas les mêmes
conséquences aussi, voilà, en termes de gestion dans un hôpital, parce qu'il faut avoir, il y a pas de PCR, par exemple, pour le moment, prête à l'emploi qui va vous permettre, comme, avec les BHRE, d'avoir une réponse, très rapide. Donc voilà, c'est quand même pas exactement pareil. Donc oui, vous pouvez vous baser sur ce raisonnement, mais il faut quand même prendre en compte d'autres choses. Et puis, il faut prendre en compte le fait que c'est vraiment émergent. C'est-à-dire que les BHR, eux, elles sont plus tellement E, ou alors c'est le E d'endémique, c'est plus tellement le E de émergent. Donc on n'est pas tout à fait non plus sur la même, on est vraiment là sur un phénomène émergent nouveau, et donc on ne peut pas exactement faire un copier-coller de ce qu'on faisait avec les BHRE. Voilà pour, la première partie. Donc on va, les questions, comme je vous disais tout à l'heure, je les prendrai à la fin. Je vais juste vous faire un tout petit focus sur donc notre enquête, une enquête qu'on a proposée, il y a en avril-mai, parce qu'on voulait un peu connaître les capacités de prise en compte de ce risque dans la région. Puisqu'on avait, voilà, quand on a commencé à avoir des cas, puisque les cas, les cas, c'était pendant ce phénomène épidémique au CHU d'Amiens. Donc ce qu'on voulait, c'est savoir un peu qui savait quoi, et est-ce qu'on avait des capacités de repérage. C'était un peu les capacités de laboratoire qu'on avait envie un peu de connaître aussi. Et puis donc on a fait ça du 8 avril au 15 mai par mail avec 3 relances. On ciblait les équipes de prévention du risque infectieux en leur demandant de se rapprocher de leurs biologistes ou des biologistes collaborant avec elles, afin d'avoir quelques réponses complémentaires. C'est un formulaire dématérialisé de 13 questions qu'on a donc envoyé par mail. Alors, ça, la participation, donc 35 participants. Je m'appesantis pas trop sur la répartition par département, parce qu'il y a un tel déséquilibre de nombre d'établissements entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Oui, il y a plus de participants dans le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est assez logique, et participation principalement dans le public. Alors, la première question qu'on posait, c'est: est-ce que vous avez un praticien hygiéniste ou pas? Donc 30% des répondants répondent que non, ils n'ont pas de PH hygiéniste dans leur équipe. Et on s'est demandé jusqu'à quel point c'était corrélé, mais ça, j'ai pas la réponse, hein, au fait qu'il y avait 37% des répondants qui ne connaissaient pas les recos du Haut Conseil sur candidat au RIS. Voilà. Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir de PH? Effectivement, ça fait qu'il y a peut-être moins de, ou alors c'est des plus petits établissements qui se sentent peut-être moins concernés par ce type d'émergence qui touche plutôt les réanimations. Voilà, ça, j'ai pas la réponse, hein, mais c'est une question que je me suis posée. Après, on posait des questions sur: avez-vous des protocoles de dépistage sur un certain nombre dans un certain nombre de situations? Donc, si on regarde, disons plutôt, le verre à moitié plein, entre les gens pour lesquels c'est en cours et les gens pour lesquels c'est fait, on a entre 40 et 60% des gens qui ont soit déjà rédigé un protocole, soit sont en train de le faire. Avec les deux situations où les gens ont un peu moins avancé, c'est antécédents d'hospitalisation à l'étranger, rapatriement sanitaire, ce qui me semble assez logique dans la mesure où il n'y a pas des recos extrêmement clairs sur ce sujet, et qui permet pas forcément de savoir, ce qu'on fait. Alors, on a ensuite posé la question de la capacité du laboratoire à identifier candidat au risque. Donc la question était posée aux hygiénistes, hein, donc en les invitant bien sûr à se rapprocher de leur laboratoire. 83% oui, et 14% je ne sais pas, ce qui m'a semblé être un point, disons, d'attention. C'est-à-dire que ça veut dire que dans certaines équipes d'hygiène, c'est pas forcément évident la relation avec le laboratoire. Peut-être que c'est des laboratoires extérieurs qui font pas partie de la structure, où les liens sont pas forcément très bien établis ou très fluides. Ça, j'ai pas voilà, j'ai pas ce qui se cache derrière ce 14%, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit que c'était un point d'attention à voir. Ce qui nous a rassurés, c'est qu'il y a 65% des répondants qui avaient donc un mal d'ITOF, ce qui est une bonne nouvelle pour les capacités d'identification dans la région. En cas de difficulté d'identification, les souches sont-elles envoyées au CNR? Alors oui, à 70% des cas, et pareil, 23%, je ne sais pas. Ce qui prouve que voilà, il y a certaines équipes d'hygiène qui ne savent pas forcément tout à fait ce qui se passe dans leur laboratoire avec lesquels elles collaborent. Voilà, c'est juste, si jamais vous êtes concerné, bien vraiment vous encourager à vous rapprocher du laboratoire, parce que c'est vraiment important d'avoir ce lien-là qui permet quand même de gérer une épidémie le jour où elle se produit. Cela dit, il y a Alexandre Alagno, donc notre collègue du CNR des mycoses invasives, qui nous a dit que si tout le monde se mettait à envoyer tous les candidats non albicans au CNR,
ça allait être compliqué pour eux parce que, ils allaient être un peu submergés. Donc il faudrait aussi se dire si jamais il y avait vraiment d'autres émergences enfin si tout le monde se met à dépister et à trouver des choses un peu suspectes, il faudra voir si on peut trouver des moyens en région de s'organiser pour ne pas tout envoyer au CNR parce que, ils ont pas des capacités, humaines, énormes, hein. Et enfin, les freins à la mise en place du dépistage, je crois que c'est ma dernière diapo. Alors aucun frein dans plus de 25 des cas, donc je me disais que c'était plutôt pas mal. Recommandations pas forcément suffisamment bien connues, c'est normal, hein, c'est encore assez récent. Un manque de temps EOH, ça c'est un classique. Alors moi, ce qui m'a un peu surprise, c'est que le manque de temps labo, n'était pas identifié comme un problème, enfin comme un frein, alors qu'on a vu avec l'expérience d'Amiens et peut-être qu'elles en reparleront, que, bah, ça pouvait quand même vite être compliqué dans un petit laboratoire de mycologie, de gérer un grand nombre de prélèvements. Donc voilà, pour moi, je ne suis pas certaine que ce soit réaliste de dire qu'il y a pas de problème du côté du manque de temps labo. Mais voilà, je ne veux pas, parler à la place des collègues, mais ça peut quand même rapidement être compliqué à gérer, pour un laboratoire, pour les mycologues ou les biologistes, généralistes qui sont, dans certaines structures. Voilà, merci de votre attention. Puis un petit clin d'œil au capitaine Haddock et sur le sparadrap parce que je pense qu'effectivement ça on s'en débarrasse pas comme ça de Candida auris. J'arrête le partage et puis je vais aller chercher alors, attends, hop. Donc Mélissa, je vais partager, je vais mettre en plein écran et puis tu me dis, quand tu veux passer à la diapo suivante. Bonjour. Du coup, je suis Mélissa Bourguillot, je suis interne à l'UPRI au CHU d'Amiens et je suis avec le docteur Julie Brochard et le docteur Delphine Lemonnier. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre retour d'expérience sur les cas groupés qu'on a eus à Candida auris. Je te laisse passer, Connaît. Donc nous, notre stratégie... Ah oui, pardon, j'ai mis plein d'animations, ça va être... voilà. Donc, au niveau de la stratégie de dépistage, donc pour remettre dans le contexte, il y avait eu les recommandations du Haut Conseil de la santé publique en juin 2019, donc c'était pré-Covid. On n'avait pas fait encore de procédure, justement, si on avait un cas Candida auris. Il y a eu ensuite une note du CNRMA, donc qui a été mise à jour en avril 2023. Et là, on a mis en place une procédure et on a débuté les dépistages en janvier 2024. Donc, étaient ciblés les patients qui étaient hospitalisés à l'étranger dans les 12 derniers mois. Il y avait 3 dépistages hebdomadaires consécutifs et on refaisait des dépistages. Il y avait une réadmission dans les 12 mois suivant le retour de l'étranger. Le dépistage, il se faisait, je crois que j'ai encore une animation. Il se faisait par écouvillon cutané au niveau des plis axillaires et inguinaux. On peut passer, ouais. Voilà, c'est ce qui s'affiche. On peut passer suivant. Donc, au niveau de la stratégie de la transmission, on s'est calqué au niveau de notre procédure BHRE. Donc, on distingue les patients porteurs et au niveau des patients contacts, on a 3 niveaux de risque, donc faible, moyen et à risque élevé. Et les patients sont repérés avec un tag sur notre logiciel là, de dossier patient. Donc, nous, on est sur DXCare, où on peut repérer les patients porteurs et les patients contacts à risque élevé quand ils sont réadmis. On peut passer à la suivante. Donc, notre premier patient, c'est un patient ukrainien de 23 ans qui est admis en réanimation chirurgicale en décembre 2023. Il est, je pense qu'on peut afficher tout, comme ça je vais pouvoir mettre au fur et à mesure. Voilà. Il y a encore une phrase en dessous. Voilà. Il est hospitalisé depuis juillet 2023. C'est un blessé de guerre avec des lésions multiples, surtout au niveau abdominal, comme on peut le voir sur la jolie photo qui s'affiche. Il a subi vraiment de nombreuses interventions entre juillet et novembre 2023 et il est transféré en France en décembre.
Là, il est pris en charge par l'équipe de Chir-Dige et on le dépiste porteur de plusieurs BHR et BMR. Et c'est notre premier patient qui entre dans nos dépistages Candida auris, donc en janvier 2024. Et lui, il est dépisté positif à Candidosima auris de clade 3 le 16 janvier. Et donc là vient notre première vague. Donc on voit en haut, on a notre cas index qui est dépisté positif et qui a engendré 2 cas secondaires. Donc suite à cette première vague, on a eu 3 cellules de crise. Il y a eu un suivi aussi qui a été fait par le CEPIAS. Il y a eu la sensibilisation des équipes au niveau de l'imagerie et du bloc parce que c'était un patient qui nécessitait beaucoup de soins et donc qui avait plusieurs passages au bloc. Et il y a une information aussi sur les familles des porteurs. C'était en fait notre premier patient positif là, au niveau de l'établissement. À la sortie des porteurs, a été décidé de faire un double entretien renforcé avec un produit sporicide et une DSVA. Et il y a des prélèvements qui ont été faits dans certaines chambres, mais après, au niveau du blocage des chambres de réa, c'était plus compliqué, puisque là, on voit la période, on est janvier 2024, on est en pleine épidémie de grippe, et donc compliqué de bloquer une chambre en réanimation à cette période. Ensuite, donc on est content, notre patient, après 10 mois d'hospitalisation, il est transféré à Saint-Antoine. On s'est dit, c'est bon, on n'a plus notre patient porteur, on est sauvé. On passe à la suivante. Et donc là, Noël approche et on reçoit un appel du laboratoire le 23 décembre. Ils ont identifié un candidat auris sur un ECBU du 18 décembre. Et donc là, notre cas, c'est une patiente de 47 ans qui a été admise en réanimation chirurgicale fin octobre. Lors de son admission, il n'y avait pas de patient porteur et elle avait une chambre différente des 3 cas qu'on a eu lors de la première vague. Et cette patiente a été transférée en fin novembre en soins continus d'hépatogastro. Il n'y avait pas de notion de séjour à l'étranger. Le seul lien épidémiologique qu'on a avec les cas précédents, c'est des passages en salle de radiologie interventionnelle. Et donc, les festivités commencent, puisqu'on a cette patiente-là, et à la suite, on en a 3 nouveaux, encore qu'on trouve positifs à Candida auris. Donc, on a une transmission qui se fait, encore une fois, dans le secteur de réanimation chirurgicale et par la salle de radiologie interventionnelle. C'est ce qu'on soupçonne. Donc là, on a adapté notre stratégie. Donc là, on est sur la 2e vague. Là, je veux bien qu'on affiche. Donc, on a fait 2 mises à blanc successives. Donc, dans la salle, la IML, le 1141, c'est la salle de radiologie interventionnelle dans laquelle est passée cette nouvelle patiente, là, qu'on découvre. Et on a décidé de prendre en charge, enfin, de lister tous les patients qui ont été pris en charge dans cette salle entre le 1er décembre, donc c'est-à-dire 4 semaines avant le dernier passage d'un porteur, et le 21 janvier, c'est la date dans laquelle on décide de réaliser cette requête. Ça a représenté 183 contacts à risque élevé, qui ont tous été tagués dans le logiciel de gestion. Et donc, ça implique des dépistages et des isolements de ces patients, enfin, pour ceux qui étaient présents. Et il y a eu des concertations avec le CNRMA, justement, pour la stratégie à tenir. On a eu un cas inexpliqué. Donc, ce cas-là, c'est un patient qui n'a pas séjourné en réanimation chirurgicale, ni dans les autres secteurs où il y a eu des patients porteurs. Et il n'est pas non plus passé dans la salle de radiologie interventionnelle. Il n'y a pas de notion de séjour à l'étranger pour ce patient. Le seul lien qu'on aurait, c'est qu'il était voisin de chambre d'une patiente qui est passée dans la salle de radiologie interventionnelle, mais celle-ci, elle a toujours été dépistée négative et surtout, en fait, elle est décédée avant qu'on puisse faire une investigation plus large. On est remonté en rétroactif. Donc ensuite, on va présenter notre 3e vague ou tsunami. On a notre cas index, donc notre patient ukrainien qui est revenu en février 2025 en chir digestive A. Donc, il est passé du 20 février au 31 mars. Et là, comme on peut le voir, on a de la transmission
en réanimation chirurgicale, en chirurgie digestive A et en ortho C. Donc en fait, le premier, c'est un patient qui est passé en chirurgie A en même temps que notre patient ukrainien, qui a ensuite été transféré en réachir. Et là, euh, il en a donné à tout le monde. Et là, on voit qu'on a 9 au total sur la période de mars à avril 2025. On a eu 9 cas secondaires. On a eu un contact qu'on avait transféré dans un établissement d'aval qui s'est positivé là-bas. Et on a eu un porteur transféré qui a généré 2 cas secondaires dans l'établissement d'aval. Donc là, encore une fois, nouvelle adaptation de la stratégie. Donc là, il a décidé que l'entretien de sortie de toutes les chambres des patients porteurs, il serait supervisé par l'UPRI. Il y a eu également été décidé de faire des prélèvements de surface, et là, dans les chambres des patients porteurs, et ça conditionnait la réouverture des chambres. Donc, on prélevait la chambre, on faisait la sortie du patient porteur, bio-nettoyage, supervisé, des entretiens avec des SVA. On faisait les prélèvements de surface et la chambre était bloquée jusqu'à résultat négatif, donc au moins 7 jours. Et si tous les prélèvements étaient négatifs, on pouvait décider de la réouverture de cette chambre. Il y a eu des lits qui ont été fermés dans plusieurs secteurs pour justement réduire la charge en soins pour les soignants. Et quand en fait, on a eu les patients candidats au risque, mais c'était des fois des services où ils avaient également des BHR. Du coup, ça devenait très compliqué pour les soignants avec toutes les mesures à prendre en charge. Donc, il y a eu des lits qui ont été fermés pour essayer de réduire justement l'épidémie. Et il y a eu également du matériel médical qui a été prélevé en réanimation chirurgicale et en radiologie interventionnelle. Il y a eu la boîte à outils qui a été créée par le CEPIAS pour avoir des outils, juste parce qu'on a transféré nos patients, donc aussi pour diffuser l'information au niveau régional et pour les autres établissements qui n'avaient pas forcément de procédure, qui puissent se baser, j'avais pas encore fini, voilà, qui puissent avoir des informations, des choses sur lesquelles s'appuyer justement pour comment gérer. Et après, c'est ce qui a été présenté juste avant, il y a eu l'enquête flash et l'information au niveau régional. Au niveau du bilan, donc là, c'est notre courbe épidémique. Donc, on a eu au total 17 cas. Ils ont tous été du clade 3. On a eu 5 infections fongiques invasives qui ont été traitées sur les 17 cas. Et sur l'ensemble des prélèvements de surface qui ont été effectués, donc ça représentait plus de 200 écouvillons, on n'a eu que 2 prélèvements de surface positifs en culture. On a eu au total 13 réunions pluridisciplinaires de gestion de cluster, donc des réunions avec la direction, le laboratoire, l'UPRI, enfin multi-intervenants. Il y a eu 3 visioconférences avec le CNR et un CREX qui a eu lieu suite au non-repérage du cas index lors de son accueil dans la salle de radiologie en mars 2025. Donc, en fait, c'est notre patient ukrainien qui devait passer dans cette salle-là, qui était tagué pourtant sur le logiciel, et ça n'a pas été repéré. En fait, c'est la cadre du service qui a repéré le patient et qui a permis de mettre en place toutes les précautions, mais sinon, ça passait à la trappe. Donc, il y a eu un CREX justement pour revenir sur cette défaillance. Et il y a eu une concertation aussi avec le comité d'éthique pour la gestion des patients contacts pour gérer au niveau de l'information qui était diffusée aux patients, parce que ça, en fait, c'était, comme j'ai présenté tout à l'heure, au tout départ début d'année. Là, on avait 183 contacts, là, par exemple, pour la salle de radiologie. Comment était donnée l'information? Puis après, on a eu tous les cas secondaires et donc une liste de contacts qui s'est allongée. Les perspectives, c'est ce que je disais, c'est l'information. Non, c'est autre chose. C'est l'information autour des transferts de patients contacts, donc pour les établissements justement d'aval, comment bien faire l'information, parce que c'est obligatoire que ça soit noté dans le courrier disons, mais en fait, c'est surtout l'information d'équipe d'hygiène, l'autre équipe d'hygiène qui va recevoir, parce que souvent, en fait, dans les équipes, ils sont pas encore trop au fait du candidat au risque et du risque surtout que ça implique. Comment on repère les patients à risque? Parce que là, nous, on a des requêtes
pour les patients rapatriés, qui arrivent de l'étranger, c'est dans leur cible à l'entrée, ils peuvent cocher et donc on repère comme ça, mais c'est surtout de la sensibilisation au niveau des équipes pour parce que si, imaginons, l'informatique n'a pas repéré, c'est vraiment pour que les soignants, dès l'entrée, ils aient vraiment les éléments clés pour que ça leur fasse tilt et que ça passe dans le repérage et qu'on ait l'information au niveau de l'équipe d'hygiène. Et se pose la question aussi de la PCR dans les prélèvements d'environnement, parce que là, nous, c'était par culture. Est-ce que, on pourrait, avec une PCR négative, est-ce qu'on aurait une assez bonne, valeur prédictive négative qui pourrait, nous faire, réouvrir la chambre plus tôt? Par là, j'entends qu'on fait la PCR, en même temps que la culture. Et si on sait qu'on a notre PCR qui est négative, on aura très peu de chances d'avoir notre culture négative, on pourrait ouvrir plus tôt. Par contre, une PCR positive, on attend d'avoir la culture et on attend, on ferme la chambre en attendant. Et ensuite, un grand merci à toute l'équipe, donc du laboratoire de mycologie, la Société française et toutes les personnes citées sur la diapositive. Je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup Mélissa et à toute l'équipe, c'est hyper clair et ça permet de donner une bonne base, je pense, de discussion s'il y a des gens qui souhaitent réagir. Pour information, il y aura un webinaire national qui sera proposé en septembre avec quelqu'un de l'équipe, avec Alexandra Lagneau, qui est de l'équipe du CNRMA justement, et avec également un infectiologue qui est pas encore, enfin je sais pas encore qui, mais voilà, pour aussi parler des aspects cliniques, parce que voilà, et il y aura de nouveau la présentation de l'UPRI et une présentation sûrement de nous, mais en tout cas, une présentation sur les mesures d'hygiène, on verra un petit peu. J'ai plus la date en tête, mais c'est en septembre. Il y aura de la promotion. La promotion sera faite par Matisse, puisque c'est un webinaire organisé par le réseau des CEPIAS et pas par nous. Donc voilà, vous aurez l'information qui sera diffusée auprès des hygiénistes et à diffuser même au-delà, hein, auprès des référents infectieux, des infectiologues. Enfin, voilà, on essaiera qu'il y ait un public large pour qu'il y ait tous les aspects qui soient pris en compte. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont déjà posées dans le chat. Alors, bonjour. Donc ça, c'était Manon. Alors, il y a un très long post. Question sur le bio-nettoyage, désinfection de l'environnement, en priorité les solutions chlorées, mais elle n'exclut pas d'autres alternatives. Alors, il parle de 100 ppm de chlore libre. Alors ça, moi, j'ai pas le détail. Ce qui a été dit, c'est qu'il faut un produit effectivement qui va pouvoir. Il me semble que c'est une question d'oxydation. Je veux pas trop dire de bêtises parce que nous, on n'a pas géré nous-mêmes. Je ne sais pas si vous voulez intervenir sur vos choix de produits à l'UPRI. Pourquoi, quel produit, comment vous êtes orienté? Parce qu'on a parlé de sporicidie, mais c'est pas la sporicidie qui est visée, puisque c'est pas une spore comme sur le Clostridium. Je sais pas si vous. J'ai vu qu'il y avait Frédéric Barbu qui était là, qui peut-être pourra donner aussi pourra nous aider à répondre à ces questions. Non, c'est ça. En fait, nous, au tout début, on s'est orienté vers le produit qui était actif sur Clostridium et qu'on utilisait dans l'établissement. Et effectivement, c'est par rapport aux propriétés oxydantes. Et oui, là, c'est pas la sporicidie qui est recherchée, mais il y a une activité sur Candida auris. Et donc, on a privilégié initialement ce produit-là, en sachant que les autres produits qui sont en théorie actifs sur les candidats n'ont pas forcément été testés sur auris. Et donc, voilà, du coup, en attendant que les laboratoires aussi puissent faire leurs tests propres et sur Candida auris, voilà, nous, on s'est concentré sur nos produits sporicides qu'on avait dans l'établissement.
Bon, voilà. Après, on avait une réponse que l'autre produit pour la désinfection des surfaces au quotidien, le laboratoire nous a répondu au bout de quelques mois qu'il était efficace également, ce qui nous a, ce qui nous a rassurés aussi, notamment par rapport à l'entretien qu'on pouvait faire dans les chambres de contact. Ça permettait au moins d'avoir une confirmation d'activité à ce niveau-là. Mais Après, voilà, on comme ne s'est ouais, pas orienté sur l'eau de Javel et tout ça parce qu'on ouais. l'utilise plus dans l'établissement depuis un petit moment. Après, comme toujours, l'entretien des surfaces, c'est pas, enfin, il y a le produit, il y a la fréquence, il y a Mm. l'aspect, il y a l'aspect de bien, enfin d'aspect détergence en fait, enfin de Oui, nettoyer vraiment bien, oui, oui, et il y a puis, l'action enfin mécanique de aussi. frotter l'huile de coude, Oui, et puis il c'est y a ça. aussi le côté dans le choix du produit. Moi, j'en suis quand même convaincue. Quand vous êtes sur un truc émergent, bizarroïde, pas habituel, si vous changez de produit, ça fait tilt aux équipes. Enfin, je sais pas si vous pourrez me dire si ça vous semble disons un peu cohérent, mais quand même, quand vous êtes sur un truc qui est inhabituel, vous mettez le produit qui est pas comme d'habitude, et voilà, les équipes, elles disent, ah ouais, là, c'est pas pareil, quoi. Et donc là, je fais encore plus attention que d'habitude. Et ça me semble être quand même un argument, alors ça peut paraître un peu, c'est un truc un peu psychologique, hein, mais ça peut aussi contribuer quand même Mm. au focus qui est fait. Et donc voilà, quel produit choisir? Nous, on a fait plusieurs propositions dans notre fiche, hein, parce qu'on ne peut pas non plus se permettre de Mm. donner la part belle à un seul produit, mais ce qui a été ciblé, effectivement, c'est plutôt les produits qui sont habituellement utilisés plutôt pour leur sporicidie. Mais là, évidemment, c'est pas la sporicidie qu'on vise. Après, si votre produit, si votre fournisseur vous dit que le produit est efficace, bon bah voilà, après, et puis après, quelle est la place de la vapeur, la place d'autres techniques, Mm. ça, quand on est dans une situation comme ça, après, sur une situation d'épidémie comme ça, de toute façon, on remonte tout, quoi. On remonte le niveau de toute la prise en charge, on va augmenter la fréquence, on va faire de la. Pareil, l'efficacité de la DSVA ou pas, bon, je pense que c'est Mm. aussi une façon de se garantir, enfin de se protéger et de dire, OK, là, on fait le maximum de ce qu'on sait faire dans la structure. Mais ceux qui n'ont pas de DSVA dans leur structure, bah, ils ne feront pas de DSVA. Ceux qui ont, je ne sais pas, peut-être des UV. Enfin, ouais, il y a peut-être d'autres techniques à rajouter. Mais c'est l'idée de mettre le paquet, quoi. Enfin, Mm. je pense que ça me paraît important, surtout quand on commence à avoir plein de cas qui se multiplient. Enfin, là, c'est très frappant sur votre courbe épidémique et sur votre tableau synoptique. Ça se multiplie comme des petits pains. Mm. Donc, à un moment donné, bah oui, on passe de cellule de crise en cellule de crise. On remonte de plus en plus le curseur mais il y avait aussi l'encadrement des équipes de bionettoyage, la formation des agents. Vous n'en avez pas parlé, mais vous avez à un moment donné créé une équipe, enfin, demandé à votre Oui. prestataire de créer une équipe dédiée d'agents spécifiquement reformés, et puis parmi les gens les plus, voilà, qui étaient déjà un peu au courant, et vous avez refait une petite formation pour être encore plus efficace, et puis pour que ce Mm. soit des gens comme on connaît le turnover dans les équipes de nettoyage, bah ceux-là, voilà, ils étaient vraiment, c'était ceux-là qu'on appelait pour les nettoyages, en particulier des chambres après sortie des patients porteurs. Mm. Mm. Donc ouais, je sais pas si après sur le nettoyage, je sais pas si Frédéric, je sais pas si Oui. vous avez Barbu, je sais pas si vous avez d'autres sur la. Ouais, vous avez levé la main d'ailleurs, donc je vous laisse la. Je sais pas si je peux redonner votre. Attends, je vais vous donner essayer de donner le micro parce que c'est vrai qu'on avait. Euh, Ouais, normalement, vous pouvez réactiver votre micro. Je suis désolé, j'arrive pas à réanimer les micros de tout le monde. Super. Désolé. Vous m'entendez? Oui, Ouais. Merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment très, très intéressant. À double titre, c'est parce que nous avons donc reçu ce fameux patient ukrainien à Saint-Antoine. Je vois que Sarah Timsit est notre interne et connectée, elle fait oui de la tête. C'est elle qui a pris en charge un peu l'investigation. Et notre expérience est totalement différente de celle qui a été rapportée, à savoir que bien que nous ayons été alertés de la présence d'un candidat au risque un peu tardivement par rapport à l'admission du patient, c'est-à-dire 15 jours après, on s'est rendu compte en lisant le dossier complet qu'il était porteur de candidat au risque, eh bien ce patient est resté cas unique alors qu'il est passé en réanimation chirurgicale, en soins intensifs, alors qu'il avait été opéré de multiples fois. Et on n'a pas eu de cas secondaires malgré un dépistage systématique de l'ensemble des patients du service.
Et notre expérience, elle est également différente en termes de prélèvement de l'environnement, puisqu'on a une politique de contrôle de l'environnement par PCR et par culture, qui avait montré que, bien sûr, la chambre du patient positif était positif malgré les bionettoyages avec l'agnoxyflore. On a retrouvé pas mal de prélèvements positifs en PCR, rarement en culture. Et on a également trouvé des prélèvements de PCR positifs dans les chambres adjacentes du patient, ce qui nous a alerté évidemment sur la possible dissémination, mais on n'a pas eu de cas secondaires chez les patients, et encore une fois, malgré un dépistage très systématique, hebdomadaire des patients. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment intéressant parce que à situation équivalente, on a deux situations épidémiologiques totalement différentes. On était assez sensibilisés au candidat auris parce que quelques mois avant, on a vu une méga épidémie à l'hôpital Tenon, alors qui n'est pas l'hôpital Saint-Antoine, mais qui fait partie du même groupe hospitalier. Du coup, on avait été sensibilisés, on avait participé également à l'investigation de cette épidémie. Et là, on a eu beaucoup de cas secondaires. Donc, voilà, on connaissait le germe, on avait nos circuits qui étaient déjà bien identifiés, nos protocoles qui étaient prêts à l'emploi. Mais en tout cas, la situation qu'on a connue avec ce patient ukrainien est vraiment différente de celle que vous rapportez. Donc, je ne sais pas si Sarah a des informations complémentaires, mais je trouve ça, il faudrait comparer en fait ce qu'on a fait les uns les autres pour voir pourquoi dans un cas on a de la transmission, pourquoi dans l'autre cas on n'a pas de transmission, alors qu'on serrait les fesses. Hein. Quand on a vu l'expérience de Damien, on s'est dit, oh là, ça va être la catastrophe, on va fermer le service. Et en fait, pas du tout, ce cas est resté isolé. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous le signaler, c'est pas une fatalité. Et ça demeure un peu un mystère pour moi. Bah, merci, ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Après, ce qui est aussi étonnant, hein, c'est que le premier au tout démarrage, il y a pas eu beaucoup de cas secondaires quand même sur la première arrivée de ce monsieur, alors qu'à l'origine, il avait quand même une charge en soins, mais monstrueuse, quoi. C'était vraiment et à ce moment-là, il y a eu 2 cas. Bon, alors est-ce que par la suite, on s'est demandé, hein, est-ce que finalement il s'était passé sous les radars ou est-ce que bah, voilà, ça reste là aussi mystérieux parce et tout ce temps-là, à part son aller-retour à Saint-Antoine, il a été là. Avec des soins. Alors, une fois qu'il était passé en Chirdich, c'était peut-être plus compliqué, l'équipe était peut-être moins aguerrie ou moins en nombre, enfin, je sais pas, mais en tout cas, dès le départ, quand même, il était là avec des soins extrêmement, lourds et il y a pas eu beaucoup à ce moment-là, ça s'est pas disséminé. Donc là aussi, mystère et puis de toute façon, il reste des chaînons un peu mystérieux dans l'épidémie, hein. Il y a des choses qui s'expliquent pas très, très, très bien, donc voilà, Et, même et pourquoi d'un seul coup ça s'est mis à flamber comme ça? Alors évidemment, plus on en a, plus on en a. C'est-à-dire que forcément, puis plus on les cherche et puis plus Mm. on les dissémine dans plusieurs services probablement que ça fait une espèce de peut-être pas d'exponentielle, mais voilà, ça se Mm. je sais Mais pas je sais pas, oui, bah, en fait, Julie? c'est vrai que sur la première vague, bon, il avait été repéré d'emblée en tant que patient à risque de portage de BMR-BHRE. Donc, dès le début, de toute façon, il a été dépisté. Comme on l'a dit, hein, il était porteur de plusieurs EPC, du Pio-Toto-R, il a eu de l'abri. Enfin, il était vraiment très chargé en bête. Et donc, il y avait quand même une vigilance autour de lui à ce moment-là sur ce début d'hospitalisation. Et bon, voilà, pour autant, quand on a effectivement identifié le candidat auris, du coup, on a généré nos patients contacts. Et bah, effectivement, alors on n'en a eu que 2 d'identifiés à ce moment-là. Coup de chance ou pas, ça, j'en sais rien. Il faut savoir que, alors là, il a fait 2 cas, enfin, 2 cas secondaires de candidat auris, mais c'est un patient qui a transmis son PIO à un autre patient en réa. De temps en temps, c'était ses EPC qu'il envoyait, comme il avait plusieurs EPC, il y a eu de l'Oxa 48, de la NDM, de la KPC, et donc il nous a fait plusieurs cas secondaires comme ça, soit d'Oris, soit de PC ou de PIO Toto-R. Mmh. Donc il a généré quand même un certain nombre de cas secondaires au cours de son séjour. Et c'est vrai que le séjour initial, il est quand même resté très très longtemps en réa, donc avec voilà, des dépistages hebdomadaires, enfin, vraiment une gestion très similaire à ce qu'on fait pour nos BHRE, donc avec un suivi
un suivi voilà, hebdomadaire tout au moins de tous les porteurs, tous les patients présents, tant que lui était présent dans un service. Et donc ensuite, c'est vrai qu'on a tremblé un peu, c'est quand il a basculé en chirurgie digestive, parce que c'est vrai que là, c'était plus le même ratio en personnel, et que du coup, là, on s'est dit, mais en chirurgie digestive, c'est sûr, on va avoir des cas secondaires, on va pas y échapper. Alors, après, sur l'exhaustivité des dépistages, sur toutes ces périodes-là, on a continué à suivre, hein. C'était quand même très long, hein. Il est resté, je crois, de avril-mai jusqu'à octobre. Donc, on essayait de suivre aussi les dépistages. Il y a peut-être des patients qui sont, voilà, qui malheureusement n'ont pas été dépistés. Voilà, il y a peut-être un manque d'exhaustivité au niveau des dépistages sur cette période-là, mais en tout cas, on a trouvé, je crois, 1 ou 2 cas secondaires de PC, on n'a pas trouvé d'ORIS. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on ne s'explique pas bien cette période finalement où on ne trouve pas grand-chose. Et puis ensuite, effectivement, ça revient alors même qu'il n'était plus là. Donc bon, Ouais. voilà, c'est bien la preuve qu'on ne maîtrise pas tout et qu'on a encore quelques petits mystères. Et donc là, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on est parti sur l'hypothèse de cette salle de radio interventionnelle. Donc, il peut y avoir plusieurs mécanismes de transmission. On l'a vu, ça peut être de la transmission croisée classique au sein des secteurs, ça peut être lié à l'environnement. Voilà, on peut avoir plusieurs choses en même temps. Et donc, effectivement, je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on a comme un échappement, et une fois que ça part, ça part. Et là, pour le coup, oui, sur la réagir. Alors, c'est vrai qu'on était en pleine épidémie de grippe là aussi, donc avec quand même, voilà, bon, un certain nombre de patients qui ont été admis. Et voilà, peut-être que ça a joué un rôle aussi dans la diffusion, puisque là, c'est surtout la réagir sur la 3e vague, c'est surtout la réagir qui a généré des cas secondaires. Ouais, juste après, parce qu'il y a pas mal d'autres questions, mais il y a aussi la question du nombre de sites qu'on prélève, parce que j'ai regardé, j'ai jeté un œil aux recos anglaises hier qui recommandent, je sais pas, je crois 5 sites de dépistage. Ouais, Oui. du coup, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on rajoute, est-ce qu'on fait gorge, est-ce qu'on fait cutané, enfin N et sel, est-ce qu'on rajoute la gorge, est-ce qu'on rajoute, je ne sais plus ce qu'ils mettent, mais je crois qu'il y a 5 sites Oui. différents de prélèvements qui a priori augmenteraient la sensibilité aussi. Est-ce que ça a pu jouer aussi? Oui, ben, sûrement. Là, c'était d'un commun accord avec le labo. Ouais, tout à C'est-à-dire fait. que quand on a commencé à discuter de la mise en place des dépistages, bon, effectivement, il y avait le nasal, le cutané. On s'est dit, est-ce qu'on fait les deux d'emblée? Et en fait, notre laboratoire de micro, il nous a dit que ça allait être compliqué pour eux de démultiplier les sites. Donc voilà, ils ont préféré qu'on fasse comme ça, qu'on se concentre sur le dépistage cutané. Et puis, voilà, au besoin, rajouter des sites en fonction des situations. Et là, c'est plus notre mycologue qui gère Ouais, bien cet sûr. aspect-là et qui se Ouais. rapproche éventuellement des équipes. Notamment, c'était le cas par rapport au cas inexpliqué qu'on a eu en MIR, où là, effectivement, enfin, lui, il n'y a pas de lien épidémiologique, on ne sait pas. Donc, le seul lien, c'est qu'il est contact de contact. Une contact en plus, pas direct, c'est une Ouais. contact de la salle de radiologie interventionnelle. Donc, en plus, ben, voilà, le lien, il est quand même assez loin. Assez ténu, ouais, c'est sûr. C'est ça. Donc, il a demandé avant son décès de prélever d'autres sites chez cette patiente-là. Mais voilà, officiellement, elle est morte négative. Et donc, on n'a pas pu prouver que ça venait d'elle. Donc, voilà. Mais je pense qu'effectivement, sur les sites de dépistage, quels que soient les recos, si on a des nouvelles recos qui sortent dans les années à venir, de toute façon, il faut mettre en face les capacités de son propre laboratoire. Et on peut avoir une reco qui demande de faire X sites, mais en face, le laboratoire, il ne peut pas forcément suivre. Il y avait le docteur Timsit qui avait levé la main dans la suite de l'intervention de Frédéric. Pour compléter. Attends, je vous ai redonné en main, vous pouvez normalement débloquer votre micro, non? Parce que j'avais en principe libéré le micro. Tac, tac, tac.
En attendant, je réponds à la question du docteur Gassam. Il n'y a pas de présentation clinique spécifique de candidat auris. Là, nous, on parle vraiment de dépistage, de repérage de patients à risque d'être porteurs parce qu'ils reviendraient de zones où il y a une prévalence beaucoup plus élevée. Et donc, moi, j'ai l'impression que là, si on doit cibler quelque chose, c'est peut-être les rapatriés sanitaires dans un premier temps, sachant que pour avoir discuté avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, puisque vous savez qu'il y a une circulaire hein, sur les rapatriements sanitaires et sur les dépistages à faire depuis maintenant pas mal d'années par rapport à BHRE, mais eux ne peuvent pas, pour des raisons réglementaires, hein, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de dire aux établissements, vous avez un rapatrié sanitaire, vous devez faire candidat au RIS. En fait, eux, ils le feront quand ce sera dans la réglementation. Ils ne peuvent pas en prendre eux-mêmes l'initiative. Moi, j'aurais tendance à dire que s'il faut commencer par quelque chose, c'est par là. C'est dépister systématiquement les rapatriés sanitaires. Alors, il y a des pays plus à risque que d'autres, mais vous allez avoir du mal à avoir une liste elle va bouger tout le temps. Donc, moi, j'aurais tendance à dire tous les rapatriés sanitaires. Déjà, donc nous, quand même, en Hauts-de-France, ça fait quasiment une centaine de personnes par an. Et ils ne vont pas tous en réa. Contrairement aux idées reçues, les rapatriés sanitaires n'atterrissent pas tous dans des réanimations. Donc voilà, peut-être commencer par ça. Après, si on commence à aller sur les patients qui ont séjourné à l'étranger, qui reviennent à l'étranger, etc., ça va vite devenir lourd en termes de nombre de dépistages. Et du coup, là, vraiment, il faut que chaque établissement voit si c'est possible ou pas. Hein. Parce qu'il n'y a pas pour l'instant de moyen de diagnostic non plus hyper évident. Il faut avoir les bons milieux. Il n'y a pas de PCR toute prête, prête à l'utilisation, vraiment comme il peut y avoir sur d'autres microbes. Donc voilà, ça reste des réflexions à mener dans chaque établissement en prenant bien en compte est-ce qu'on a des capacités ou pas dans sa structure. Sarah, du coup, j'arrive pas à te redonner la main. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, le micro apparaît. Tu peux pas le débloquer? Bah mince alors. J'arrive pas. Ouais, mais j'arrive pas en fait à modifier les les options de la réunion et il y a Teams qui veut pas. Alors, il y avait d'autres questions, je vais essayer de dérouler. Alors, Frédéric qui signale que donc ouais, donc en fait une fongémie à candidat au RIS, à ma connaissance, après moi je suis pas réanimateur, je suis pas infectiologue, hein, mais une fongémie à candidat au RIS ne donnera pas des signes probablement différents d'une fongémie à candidat albicans ou d'une fongémie quelle qu'elle soit. Mais par contre, là, ce qu'on cherche à repérer, c'est plutôt les porteurs. Et après, si jamais il y a une fongémie ou une pneumopathie avec un candidat, c'est le labo qui va dire, bah non, c'est pas du candidat albicans ou du tropicalis ou je sais pas quoi, c'est un candidat différent. J'arrive à l'identifier ou je n'arrive pas à identifier dans un premier temps, et donc là, je vais plus loin et j'essaie de savoir de ce que c'est. Il y a des moyens. Nous, on va pas détailler, mais il y a tout dans la petite fiche laboratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été faite. Alors nous, on n'a fait que la mise en page. Hein, c'est vraiment une fiche qui a été faite par le CNR-MA et la SFMM. Donc c'est vraiment eux qui ont donné toutes les infos. Ça a été relu par plusieurs mycologues universitaires. Donc c'est vraiment un document national pour le coup. Les autres, c'est nos documents plutôt régionaux. Mais là, c'est vraiment un document de spécialistes sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer, qui redonne les bonnes techniques diagnostiques, la durée, la température. Et donc, vous pouvez vous en servir pour voir si vous, dans votre laboratoire, ça marche, enfin, peut être mis en place ou pas. Est-ce qu'il y a la bonne étude, enfin voilà, est-ce qu'il y a les bons moyens ou pas de faire ce diagnostic. Et je vois que Frédéric avait mis un petit commentaire que le patient est arrivé à Saint-Antoine sans le message d'alerte de portage de candidat au RIS. C'est toujours la difficulté. Ils sont tagués dans nos établissements. Du coup, quand ils reviennent dans le même établissement, normalement, ils sont repérés encore que. Et quand ils vont ailleurs, c'est tout le problème de la transmission d'informations de clinicien à clinicien, puisque les équipes Ça a d'hygiène été ont fait toujours. de clinicien à clinicien, hein. Ouais. Je précise, mais c'est plutôt, ma remarque était plutôt du prix à UPRI, parce que les cliniciens, ça leur évoquait pas grand-chose en fait. Ah ouais. Et c'est en consultant le dossier. Bon, il était heureusement positif, j'allais dire, à BHRE avec toutes les bactéries que vous avez citées. Donc, les mesures d'isolement ont été mises en place assez rapidement. Mais nous, on a découvert 15 jours après qu'il était positif à Candida auris. Et là, on était très inquiets, compte tenu de l'expérience qu'on avait précédemment. Et bon, finalement, ça s'est bien terminé. Mais voilà, c'était juste pour signaler que, comme vous l'avez dit, c'est la signalisation est vraiment, et l'information est vraiment importante à faire passer, surtout pour le candidat auris. Ok, bon, ça c'est toujours ouais, le problème que l'information passe bien.
entre établissements, que c'est pas toujours évident. Alors, il y a un commentaire ensuite sur, alors est-ce que c'était les mêmes souches? Alors ça, je vais vous laisser répondre à l'UPRI, mais de mémoire, oui, hein, toutes les souches des 3 vagues étaient les mêmes. C'était bien le même, Oui, alors, je sais pas, oui, tu as remis le micro du coup? Oui. Ouais. Oui, en fait, alors on n'a pas eu les résultats détaillés encore, mais ce qu'on sait, c'est que c'était le même clade, donc le clade 3 qui est relativement rare apparemment d'après nos mycos. Et après, sur le génotypage, on n'a pas encore eu vraiment... mais sur les premières souches, c'était les mêmes quand même. On n'a pas les comparaisons des souches et on n'a pas le séquençage, on n'a pas les résultats du séquençage total. Et on a aussi, le labo de Mico a envoyé tous les échantillons pour une analyse en PCR. Pour avoir vraiment l'intégralité des infos, mais tout ça, on n'a pas encore les résultats. Et pour le coup, on laisse la Mico gérer. nous préparer quelque chose parce que là, sinon, on va être noyé dans des informations dont on ne va pas savoir trop que faire, je pense. Donc, Sarah, TeamSeat, est-ce que vous voulez réessayer? J'ai levé normalement l'interdiction sur le micro, mais je sais pas si... ça marche ou pas. Bon, apparemment pas. Je vais retourner sur le chat pour voir la suite. Rex Saint-Antoine, absence de cas secondaires alors que le patient est resté positif pendant des mois. Oui, c'est une question, combien de temps il reste positif? A priori, extrêmement longtemps. Comment avez-vous géré l'information des patients contacts déjà sortis de l'établissement et l'organisation de leur dépistage? C'est une question du GHICL, c'est pour vous, les filles de l'UPRI. on a géré avec le comité d'éthique, en fait. Et on a géré comme pour les BHRE, c'est-à-dire qu'on n'a pas envoyé de courrier, on n'a pas appelé. Et on n'a pas envoyé de prescription non plus pour qu'ils se fassent dépister en ville. Par contre, comme ils sont tagués dans notre logiciel patient, ils seront repérés, les contacts risques élevés seront repérés en cas de réadmission. Mais là, pour ceux qui sont rentrés au domicile et qui ne reviendront pas au flux, ils n'auront pas cette information qu'ils ont été exposés au risque d'acquisition d'un candidat au RIS. Après, c'est parce qu'en fait, la problématique, c'était toute la discussion avec le comité d'éthique, c'est donner cette information aux gens sans leur proposer d'actions de prévention un peu ciblées. C'est compliqué. Il n'y a pas de... Voilà, on n'était pas sûr non plus que les labos de ville allaient pouvoir accueillir ces prescriptions de dépistage et réaliser les tests. Et on ne voulait pas que les gens se retrouvent à taper candidat au RIS sur Google et se retrouvent avec ces articles de presse sur les événements qui se sont déroulés en Angleterre ou aux États-Unis, où les épidémies ont été assez meurtrières et pas mal relayées par les médias. Donc voilà, donc tout ça a été... Et surtout, s'il y avait eu ne serait-ce qu'une action correctrice ciblée à proposer à ces gens-là pour éviter la positivité, on l'aurait fait sans hésiter une seconde, même si on avait dû recevoir 200 coups de fil par jour, on l'aurait fait. Mais là, on n'avait vraiment rien à leur proposer. Donc avec l'équipe du CNR et le comité d'éthique, on a pensé que c'était peut-être pas une bonne idée de balancer une info aux gens en leur disant vous avez été exposé à tel risque à l'hôpital, mais il n'y a rien de spécial à faire. Et bonne journée. Vous avez rencontré un champignon mortel, mais on peut rien faire pour vous. Voilà. Ouais, donc en fait, après, du coup, on a fait vraiment comme pour les BHRE, c'est-à-dire que les patients qui sont rentrés au domicile, les contacts risques élevés qui sont rentrés au domicile, n'ont pas reçu cette information et la recevront s'ils sont réadmis chez nous. Après, c'est des questions que je trouve vraiment passionnantes, mais c'est où est-ce qu'on s'arrête, quoi? Et nous, on a essayé de poser la question, mais il n'y a pas de réponse toute faite, hein, mais le risque est quand même à l'évidence, vraiment, c'est quand même un vrai opportuniste. On peut se retrouver porteur et sans qu'il y ait de conséquences. Donc c'est quand même, est-ce qu'il ne faut pas plutôt cibler, vu les capacités des laboratoires et vu la gravité, ça va être chez les patients, on va dire, de réa, onco-hémato, les gravement immunodéprimés, mais c'est vrai que si moi demain je me retrouve porteuse de candidat au risque,
bon, probablement que ça va pas faire. Est-ce que vraiment il va réussir à s'installer sur tout le monde? Mais ça, c'est ce que nous avait dit Alexandre Alagno du CNRMA, c'est que finalement, c'est une bestiole qu'on connaît encore pas très bien. Et c'est un peu compliqué de trouver, il y a pas de réponse sur tous les domaines comme ça. Et donc, je pense que ce qu'a fait l'UPRI est vraiment bien, c'est-à-dire qu'essayer de gérer la situation quand elle se présente et de voir qu'est-ce qu'on fait. Et là, la décision m'avait semblé assez raisonnable de ne pas balancer l'info. Alors que derrière, ben voilà, c'est bien beau, on vous dit, on vous donne un info sur laquelle donc vous ne pouvez rien faire, hein, enfin, ou qui est anxiogène et qui est si effectivement, c'est ce qu'on s'était dit, s'ils tapent ça dans Google, ils vont tomber sur les épidémies américaines, genre, c'est comme quand on voit bactéries mangeuses de chair ou des trucs comme ça. Bon, bah voilà, tout de suite, forcément, ça fait pas très. C'est un peu flippant. Je crois qu'en plus, il y a une série avec des. C'est pas The Last of Us où ils, ils ont un champignon mutant et ils se transforment tous en zombies. Donc voilà, fallait pas que la fiction et la réalité se mélangent et que les gens croient. Alors que finalement, là, on voit, je sais pas finalement combien vous avez eu d'infections. Bon, il y a quand même eu des infections sévères, une en particulier, j'ai en mémoire. Il y a Il y a pas- 5. 5, Voilà. 5 Après, Et chez les patients et- graves, ouais, mais chez des patients qui étaient graves, ouais, c'est ça. Ouais. c'est ça, C'était c'était déjà vraiment grave, des hein. patients graves de base en réa. C'était quand même des patients très particuliers. Et un Et qu'on patient fait dont aussi d'ailleurs des infections à d'autres germes oui. aussi hautement résistants. Oui, il y en avait un qui avait une KPNDM aussi. Enfin, il y en a qui, voilà. Mais c'est pour ça que je pense que voilà, l'intégrer dans le repérage de trucs émergents et chez les patients rapatriés, etc., probablement que ça peut être déjà la première. Alors du coup, Sarah, vous avez récupéré votre micro, c'est ce que. Oui, normalement, je Ouais. pense que ça doit Ouais, marcher. c'est bon, on vous entend. Super. Oui, du coup, je suis Sarah Timsit, j'étais l'interne à Saint-Antoine au moment du passage du patient ukrainien. Et pour préciser un petit peu ce que disait le professeur Barbu, c'est qu'on a eu 3 phases en fait avec ce patient. C'était assez étonnant. On a d'abord eu une première phase où il était en unité de soins intensifs. Et toutes les semaines, à partir du moment où on a eu connaissance de son portage, donc on a mis tout le monde en précaution et on dépistait tout le monde ainsi que l'environnement en 7 points par chambre, dans la chambre du patient et dans les chambres adjacentes toutes les semaines. Et à cette période-là, ce qui était assez étonnant, c'est que finalement, il était quasiment immobile dans son lit. Enfin, il ne pouvait clairement pas se lever, mais dans l'environnement, on en retrouvait un petit peu. Donc, on a supposé que c'était probablement dû aux visites de la famille. Notamment, il avait un petit garçon qui se baladait un petit peu dans toute l'unité. Ça nous a fait assez peur. Mais au final, on n'en a pas retrouvé en dehors de sa chambre. Ensuite, on a eu une période en réanimation où là, il était intubé, ventilé. Ce qui était étonnant, donc d'un point de vue clinique, c'est qu'il a fait quand même des PAVM et des infections invasives graves, notamment avec ses BHR, mais le Candida auris n'a jamais été facteur d'infection fongique invasive chez ce patient. Et dans l'environnement, au moment où justement il était intubé, ventilé, on n'en a absolument jamais retrouvé dans l'environnement. Donc il y avait certes un effort qui était massif de la part des équipes de réanimation qui était très très précautionneux, mais il n'empêche qu'on n'en a vraiment pas du tout retrouvé, même sur les barrières de lit, sur l'environnement direct du patient. Et après, il y a eu une troisième période où là, il a commencé à faire de la kiné, à remarcher dans les couloirs. Et là, on en a retrouvé, donc tous les points de sa chambre étaient entièrement positifs, que ça soit en PCR ou en culture, parce qu'on faisait les 2 méthodes pour chaque prélèvement environnemental, mais également dans les chambres adjacentes. Et donc, à chaque fois, on fermait les chambres, on les neutralisait le temps que au moins la culture soit négative et qu'on voit une augmentation des CT sur les PCR. Mais du coup, ça a eu l'air, enfin, l'environnement, en tout cas, a vraiment suivi l'état du patient. Et du coup, notre stratégie, nous, de dépistage, s'est adaptée aussi à l'état du patient jusqu'à ce qu'il reparte à Amiens. Donc, ça a été. On n'a pas du tout eu la même expérience qu'Amiens, mais on a quand même eu 3 phases chez nous. Et par chance, avec suivi des patients contacts et des dépistages hors exposition, aucun secondaire détecté à ce jour. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions de quantité d'inoculum sur la peau Enfin, c'est vrai que mais bon, après, peut-être que du coup, finalement, comme c'est du cutané, si les soignants étaient vraiment très précautionneux, mais les soignants d'Amiens ont aussi eu les mêmes consignes et sont enfin voilà, c'est pourquoi ça dissémine à un endroit et pas à un autre. Ça, je pense, on n'aura pas la réponse.
ça reste assez mystérieux, effectivement, comme on disait. Alors, suivi de l'environnement, Frédéric, il avait mis suivi de l'environnement, culture nègre, mais PCR+. Alors ça, la question de la PCR, le jour quand même, avec Alexandre Alagno, on avait refait une réunion où il disait que c'était peut-être pas une bonne idée de faire des PCR dans l'environnement parce que ça pouvait rester positif, en fait, des semaines, des mois. Et voilà, c'est vraiment la question que posait tout à l'heure Lupri, hein, c'est la valeur prédictive négative, éventuellement, de la PCR. Alors, si elle est positive, effectivement, bon, dans ce cas-là, on voit ce que donne la culture, mais si elle est ça reste visiblement, on le retrouve vraiment longtemps en PCR. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est PCR plus, c'est culture moins? Voilà, ça c'est des questions. Je ne sais pas si un jour on aura des recos là-dessus, mais il y a encore plein de questions sur comment on suit l'environnement, effectivement, et jusqu'à quel point, combien de points, enfin tout ça reste encore quasiment à inventer. Et en tout cas, pour l'instant, chacun va se faire ses propres recos, puisqu'on n'a pas non plus de recos hyper nationales qui vont aussi loin. Donc c'est chaque expérience qui finalement génère après une conduite à tenir, comme l'a très bien dit Mélissa tout à l'heure. Oui, Sarah. Du coup, nous, dans notre expérience, on a continué à suivre les chambres qui étaient positives, que ce soit la chambre du patient ou les chambres adjacentes, en culture et en PCR. Et on a vu que dans les chambres où il y avait 1 ou 2 points faiblement positifs en PCR, globalement, en 1 à 2 semaines, donc un ou 2 dépistages, ça se négativait. Par contre, dans les chambres, notamment la chambre du patient où tout était positif initialement en culture et en PCR au moment de son départ, on a mis à peu près 1 mois et demi à obtenir la négativité des prélèvements. Donc, et on a rouvert uniquement à ce moment-là, une fois que toutes les cultures étaient négatives et les PCR, quand on voyait qu'on amorçait une descente sur la positivité des PCR, là, on s'est dit que c'était plus que de l'ADN mort et qu'on pouvait se permettre de remettre un patient dans la chambre, parce que c'est vrai qu'au final, on a quand même bloqué la chambre quelques semaines. Et c'est assez problématique. Ah oui, ça, il y a eu un impact, enfin, la mienne aussi, hein, il y a eu des impacts sur la gestion des lits qui a été quand même. C'est complexe à gérer, quoi. C'est-à-dire quand on commence à bloquer les chambres au moins une semaine dans des services en plus de pointe, enfin, il y a quand même des services de référence, quoi. Ça devient compliqué. Ça peut, ça peut vite devenir très problématique dans un établissement, même si finalement ça a été remarquablement bien géré. Il y a eu des cellules de crise qui ont permis que tout le monde puisse aussi donner son avis sur on bloque quoi, combien de temps, etc. Et ça a sûrement contribué à la maîtrise de cette épidémie, de bloquer des lits, mais ça peut vraiment devenir très lourd en termes de gestion à l'échelle de l'établissement. Alors, il y a eu une question qui était pour le professeur Barbu, mais il a répondu dans le chat sur les prélèvements d'eau, enfin de lavabo, pardon, pas d'eau. Je ne sais pas si vous en avez fait, vous, des prélèvements de siphon à Amiens ou pas? Non. 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 Voilà, Non. et du coup, Frédéric, vous en aviez trouvé? En fait, c'était pas des prélèvements de siphon, hein, c'était Non, des c'était prélèvements de de surface de lavabo. Ah lavabo. oui, de surface Ouais, de ouais. lavabo, d'accord. Donc, Ok. en fait, on n'a pas fait de prélèvement de siphon ni de prélèvement, et je connaissais pas l'article là, qui était cité par David Amado sur l'expérience de Nancy qui rapportait des contaminations sur les points d'eau dans les chambres et dans les sanitaires. Donc, je vais aller voir cet article Ouais. rapidement. On va aller se renseigner. Ensuite, c'était. Alors, il y avait une question. Bonjour, quelle est la place des HAD dans le dépistage de ces patients à risque? Ça fait partie des recommandations, mais nous pourrions collaborer. Alors, c'est une excellente question. En fait, dans les recos, c'est pas très. En fait, on parle de patients contacts, hein, mais on dit pas où on s'arrête, en fait. C'est-à-dire que parce que des patients contacts, après, on dit pas où est-ce qu'on s'arrête quand ils s'en vont. Donc, il y a les patients contacts dans la structure, mais après, quand ils vont dans un autre établissement de santé, là, on se dit, enfin de santé, pas en HAD, quoi, en hospitalisation conventionnelle, on a bien envie de dire qu'il faut continuer les dépistages, mais quand les patients rentrent à domicile, même en hospitalisation, il y a pas effectivement, ce qu'il y a, c'est pourquoi pas, mais il faut faire comment on fait le dépistage, enfin comment il est géré par qui, en fait? C'est-à-dire par quel laboratoire? Est-ce que le laboratoire qui travaille avec l'HAD en question est en capacité de faire ça va être ça, je pense, la question majeure, hein, dans les temps à venir. C'est la capacité des laboratoires. Moi, l'enquête était intéressante, mais elle est pas non plus exhaustive, hein. On a 35 répondants. On ne sait pas exactement qui est capable, à l'heure actuelle, vraiment, d'absorber une certaine quantité de dépistage, candidat au RIS. Alors, on s'est dit avec Alexandre Alagno que probablement il allait finir par avoir des PCR peut-être
plus accessible, enfin plus prête à l'emploi, parce que là pour l'instant la PCR, c'est plutôt développé par les universitaires, hein. Il y a un protocole PCR qui est proposé par le CNR que les gens peuvent avoir s'ils le demandent. Mais pour le moment, voilà, on manque quand même cruellement de moyens humains et techniques pour faire du dépistage qui serait vraiment assez généralisé. Je pense, hein, enfin, nous, on a bien vu à Amiens assez vite, la cadre du laboratoire nous a dit non, mais là, ça va pas être possible en fait, hein. C'est pas possible, ça rentre pas. Donc, pourquoi pas après. Ça permettrait effectivement de continuer à suivre les patients, par exemple, contact et éventuellement de dire voilà, finalement, c'est négatif. Par contre, le risque en HAD me semble modéré. Je ne dis pas qu'il est nul, mais en HAD, vous n'avez pas de patient immédiatement. Alors, bien sûr, on pourrait se dire le stéthoscope, le matériel qui va d'une maison à une autre pourrait être bien sûr colonisé, mais c'est quand même pas tout à fait pareil que dans une réanimation ou un service de chirurgie digestive, me semble-t-il. Donc, ça dépend de quel point de vue on se place. Est-ce qu'on est sur le plan épidémio? Et là, oui, bien sûr, ce serait intéressant de continuer à suivre, même s'ils sont plus en hospitalisation. Je ne sais pas si vous, à Amiens, vos patients en HAD, il continue à y avoir des dépistages ou pas Sur les porteurs, ouais, enfin, non. en tout cas, nous, on n'a pas préconisé ça. Non, je comprends. On en a, oui, au moins 2-3 qui sont partis en HAD, je crois. On a passé les infos sur les mesures de prévention. Oui, c'est ça. Voilà. On les a contactés pour les prévenir, mais il n'y a pas eu de dépistage. Non. Et les contacts risques élevés non plus. Oui, c'est ça. Ça me semble pas simple, en tout cas, à mettre en place. Après, bien sûr, hein, que si on peut poursuivre les dépistages, et en particulier des contacts, et éventuellement lever du coup le statut, ce serait très intéressant. Mais encore faut-il pouvoir se renseigner sur ce que peuvent faire les labos, parce que ce que nous avait bien expliqué Alexandra Lagneau, c'est que les labos privés, par exemple, ils peuvent avoir la machine, le spectro par exemple, mais par contre c'est pas du tout dans leur rythme de travail. C'est-à-dire que la mycologie c'est quand même très particulier, c'est très lent. On va bloquer, on va mettre des boîtes dans une étuve pour plusieurs jours, hein, parce que on n'a pas montré l'affiche, hein, mais c'est au moins 7 jours. Alors il y a eu tout un débat avec Alexandra Lagneau sur 7 ou 10, parce qu'en fait il nous dit que 7 ça suffit pas, que ça peut pousser même encore plus lentement, mais déjà 7 jours, c'est déjà extrêmement long. Et ça peut être très complexe quand même à gérer dans une activité de laboratoire de ville, qui est une activité qui est quand même plutôt du quotidien assez rapide, quoi. Voilà, il faut pouvoir l'intégrer. Mais bien sûr que ça peut être une bonne idée de pouvoir continuer à lever en fait mais ça veut dire aussi qu'il faut que le résultat revienne. C'est ça qui centralise l'information pour suivre le patient. Donc je ne suis pas certaine que ce soit, disons, très efficient. Parce qu'il faut que l'information elle revienne à l'émetteur, enfin à l'hôpital d'où est parti le patient. Sinon, en fait, il va être redépisté encore quand il va revenir, et finalement, ça va coûter beaucoup d'argent pour finalement un résultat. Parce qu'après, finalement, les mesures sont mises en place sur le contact, le temps de son hospitalisation, y compris en HAD, s'il est contact à risque élevé, et le risque me semble quand même plus modéré en HAD qu'à l'hôpital conventionnel, parce qu'il n'y a pas de patient juste à côté, quoi. Même si, bien sûr, le patient, à son échelle à lui, il pourrait y avoir quand même un risque éventuellement d'infection, mais ça reste un risque plutôt individuel qu'un risque collectif. Me semble-t-il. Après, bien sûr, l'avenir pourra peut-être me donner tort, mais moi, je dirais plutôt non. Ne pas lancer, s'arrêter plutôt. Voilà, déjà, si on arrive à le faire dans les hôpitaux, à passer l'info d'un hôpital à l'autre, et à bien cibler en particulier les patients extrêmement à risque de faire une infection grave et ou à risque de dissémination parce qu'ils sont très lourds en soins. Vous me direz qu'il y a des patients très lourds en soins qui ne sont pas que des patients de réa. Après, il y a plein de questions auxquelles moi je n'ai pas la réponse aujourd'hui, et il y aura peut-être des réponses dans les mois et années à venir, parce que par exemple, il y a eu un cas en Bretagne qui était un cas extrêmement étrange, puisque c'était pas du tout, il n'y avait aucune notion de séjour à l'étranger, et c'était un enfant de Donco, et lui, il l'avait dans le tube digestif en quantité massive. Et ça, voilà, ça c'est quand même pas du tout ce qu'on nous a présenté jusqu'à maintenant. Enfin, ça correspond pas à la situation. Il y avait des situations quand même assez inhabituelles dans certaines régions, et pas forcément la situation classique du dépistage cutané, etc.
Donc affaire à suivre. Il y a les Anglais qui ont fait des recos beaucoup plus fortes, mais voilà, nous on est plutôt en attente de recos nationales mises à jour françaises, en sachant que en fait, suite à l'épidémie d'Amiens, donc ça a été quand même, c'est remonté donc jusqu'au donc au Centre national de référence, la Société française de myco, Santé publique France, et que du coup il y a une note qui remonte à la DGS, et voilà, ce qu'on espère nous, c'est qu'il y aura une saisine du Haut Conseil, mais tout ça donnera pas des recos là dans les mois à venir, hein, ça va prendre du temps. Donc en attendant, ce qu'on vous propose, c'est de chacun dans vos établissements de voir votre situation et de vous appuyer sur ce qu'on a proposé comme documents, qui sont pas parfaits, mais qui ont le mérite de vous proposer voilà, quelques jalons pour faire vos propres procédures. Mais l'HAD, moi, pour l'instant, je l'intégrerai pas, et on fait pas non plus de dépistage, je sais pas, moi. Alors, en SSR, plutôt oui, en EHPAD, non, par exemple. Voilà, ce serait moi mon positionnement au CEPIAS. Alors, est-ce que l'information est bien transmise sur le DMP du patient afin que les professionnels... Alors, attends, il y avait Nous travaillons avec les laboratoires de ville, là c'était la question sur l'HAD, nous réalisons des dépistages de rattrapage pour les patients à risque non dépistés. Je transmets le résultat à l'OH par la suite. Et après, il faut juste vérifier que sur Candida auris, ils ont bien les capacités d'absorber ou pas, parce qu'on n'est quand même pas sur la même capacité que sur les BHR. Est-ce que l'information est bien transmise sur le DMP du patient afin que les professionnels puissent avoir accès en cas d'autres hospitalisations dans d'autres établissements? À Amiens, oui, ils sont tagués. Mais pas Alors, si. ils sont tagués dans notre DPI, Mais dans notre mais DPI, pas dans le dossier médical partagé. Non. Et c'est tout le problème. Alors, je me permets quand même de le dire, mais je suis quand même hyper surprise que Saint-Antoine n'ait pas eu l'info. Et ça m'interroge. Parce que nous, on avait carrément des cellules de crise avec les chirurgiens voilà, pour organiser le transfert de ce patient dans de bonnes conditions. Et donc voilà, bon, mais nous, on n'a pas. En fait, nous, on a l'info dans notre dossier patient. Donc, si le patient revient chez nous, il sera repéré par le système informatique. Et après, on veille. Alors, on a mis ça en place au moment de la troisième vague, là. On essaie de checker les comptes rendus d'hospitalisation quand les patients sortent pour s'assurer que c'est bien mentionné dedans. Le problème, c'est que voilà, moi, sur un patient, ça s'était pas fait, et j'ai eu beau harceler le clinicien, il n'a pas modifié son texte, quoi. Donc, c'est compliqué, en fait, une fois que... Enfin, si c'est un transfert direct, du coup, il y a enfin, voilà, nous, à l'UPRI, on essaie de prendre contact avec les équipes opérationnelles d'hygiène quand il y en a sur le terrain. Et sinon, après, tout repose sur le patient, en fait. Donc, c'est lui qui a l'information, et voilà. On espère que les patients sauront expliquer s'ils sont repris en charge. En tout cas, on les sensibilise au fait que c'est une information importante à transmettre aux professionnels de santé qui vont intervenir dans leur parcours de soins futur, quoi. Mais malheureusement, il n'y a pas d'outils. Je crois que c'est une question que vous avez eue au CEPIAS, hein. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une base régionale pour savoir où sont les patients? C'est une question extrêmement complexe, hein, l'information, comment on fait. Vous savez qu'on ne peut pas non plus faire circuler des listes, c'est interdit, hein, donc des listes de patients. Donc ça repose actuellement vraiment sur une double alerte qui est de OH à EH et de clinicien à clinicien, sachant que les cliniciens n'ont pas toujours effectivement conscience. Et puis c'est marqué, pour avoir quelquefois lu quelques comptes rendus d'hospitalisation en réa, c'est quand même des comptes rendus extrêmement longs et détaillés, et ça c'est une ligne parmi, et puis c'est un problème parmi beaucoup d'autres aussi, donc on comprend très bien que pour le clinicien c'est peut-être même pas le problème le plus grave, le plus important. Et donc voilà, c'est une petite ligne parmi beaucoup d'autres qui peut passer à la trappe, et après ça se double par l'hygiène de OH à OH, mais parfois il y a des loupés aussi,
Et puis, des fois, l'OH n'est pas toujours au courant. Là, en l'occurrence, c'était le cas, mais des fois, les transferts, ça se fait sans que les OH soient informés. Donc voilà, tout ça fait que c'est complexe. Il n'y a actuellement pas de consensus d'un CPS à l'autre, pas d'uniformité sur la façon dont on fait passer l'information en région. C'est pour ça que nous, on a fait passer une alerte sans citer l'établissement parce que ça nous semblait délicat. Et l'ARS d'ailleurs est plutôt allé dans notre sens en disant non, on peut pas comme ça, dans un mail qui part quand même dans la nature, dire c'est au CHU d'Amiens que ça se passe. Et il y a des régions où ils sont plus transparents. Et ce qui se fait de plus aujourd'hui de plus précis sur l'information entre établissements, c'est dans le Grand Est, mais ils ont carrément une plateforme avec accès sécurisé où en fait ils rentrent les infos, pas les infos patients évidemment, hein, pas les identités patients, mais tel service de tel établissement est actuellement en proie à une épidémie de telle ou telle bestiole. Mais c'est les seuls, à ma connaissance, qui le font en France. Et ailleurs, certains CEPIAS diffusent des listes régulières d'établissements qui ont tel ou tel problème. Mais nous, quand on en a parlé à l'ARS, ils n'étaient pas du tout. Ils trouvaient que ça posait un problème de stigmatisation aussi d'établissement. Il y a des collègues qui me répondent oui, mais c'est hypocrite parce que du coup, en fait, voilà, si on ne donne pas l'info, on ne peut pas la gérer. Enfin voilà, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite. Ça repose sur la bonne volonté. Et peut-être que les patients peuvent contribuer quand évidemment ils sont en état de le faire, cognitifs, qui sont conscients déjà, mais qui peuvent donner l'information eux-mêmes. Mais c'est compliqué quand même de garder cette idée en tête, alors que c'est des gens qui ont quand même des pathologies, qui ont un nombre d'informations médicales assez énorme. Est-ce que cette information-là, ils vont penser à la donner? Moi, j'ai quelques doutes, mais après, bien sûr, tous les encouragements, leur donner des flyers, leur expliquer que c'est important, etc. À la famille aussi, mais voilà, je pense que c'est assez, ça reste une problématique qu'on va pas régler de sitôt. Ça repose sur la bonne volonté de tout le monde et on peut qu'espérer que voilà, l'informatique, qu'il n'y ait pas trop de trous dans la raquette, mais il faut pas se faire trop de. Il y aura toujours des trous, quoi. Après, je pense que sur les patients, voilà, peut-être qu'on en saura plus sur le candidat au risque dans les temps à venir et qu'on saura aussi que est-ce que ça va être certaines filières de soins plus que d'autres et d'être du coup peut-être vigilant sur finalement tout patient qui va de. Mais là, c'était pas la réa, en fait, c'était Chirdige à Chirdige, j'imagine, quand il est parti à Saint-Antoine. Donc on n'est pas. Parce que de réa à réa, de toute façon, on est toujours hyper sur quand même des patients où déjà le risque de portage de trucs résistants, il est quand même assez ancré chez les réanimateurs, dans les réanimations. On sait bien ça. Là, c'était Chirdige à Chirdige. Je suis pas sûre que ce soit aussi ancré chez les chirurgiens digestifs, mais voilà. Je pense que c'était de réa, que le patient est arrivé en réanimation. Sarah pourra le confirmer. Je n'ai plus la mémoire, mais je crois qu'il est arrivé en réanimation directement à Saint-Antoine. C'était bien marqué, hein, je précise, je l'ai dit tout à l'heure, Dans le courrier. dans le courrier, mais noyé dans un tas d'informations, notamment de BHRE. Et c'est en lisant de 15 jours après précisément qu'on a vu cette notion de candidat au risque. Voilà. Mais bon, c'est pas. Ça souligne simplement le fait qu'il faut communiquer entre nous, je pense, pour ce genre de risque en tout cas. Ah oui, oui, c'est clair, mais je pense que là, moi, pour avoir assisté à plusieurs cellules de crise, on était vraiment persuadés que les équipes des cliniciens, en fait, avaient échangé déjà cette information. Et c'est vrai que probablement, on aurait dû sécuriser en le faisant par nous-mêmes. Mais pour moi, c'était une évidence. L'info était passée puisqu'elle mobilisait chez nous. C'est vraiment à cause de candidats au risque qu'on avait ces réunions pluridisciplinaires avec la DG et tout. Enfin voilà, s'il n'y avait pas eu candidat au risque, le transfert du patient n'aurait pas été géré comme ça avec le soutien des directions. La direction des soins, de la qualité, enfin bref. Et donc, du coup, c'était une évidence pour moi que la thématique principale de la réunion. Mais peut-être que tu vois, ça veut dire que finalement, il faut se méfier de nos propres. C'est Ah nos bah, biais, carrément. nos biais, et du coup, de se méfier de cette évidence et que se dire, finalement, quoi qu'il en soit, on sécurise toujours par un double tout à check fait. avec le OH et on se dit tant pis. Et puis s'ils l'ont 2 fois, tant mieux. Et si ça n'a pas tout à été fait. fait, je te dis, ça peut être une des leçons qu'on peut tirer de ça.
ça. Et nous, après, c'est vrai moi, j'ai tout de suite aussi communiqué dès qu'il y a eu. Enfin, j'ai communiqué avec les autres CPAS aussi parce que je trouve que c'est pas évident ces genres d'infos. Finalement, nous, on s'est dit, moi, tout de suite, je me suis dit, il faut absolument que je prévienne les collègues parce qu'après tout, il n'est pas exclu qu'il y ait des patients d'Amiens qui aillent se balader, je sais pas où. Normalement, il n'y a pas trop d'échanges, mais la Normandie, par exemple, etc. Et puis y avoir des transferts pour d'autres raisons. Donc voilà, c'est vrai qu'on s'est dit, plus l'info passe et plus les gens, ils sont un peu, ça clignote un peu et ils seront peut-être un peu attentifs et ils vont se dire, ah, oups. Bon, du coup, ça a mis un peu la panique en Normandie, où il y a eu jusque maintenant 0,4 candidats au risque, donc les hygiénistes normands ont un peu stressé. Mais bon, au moins, voilà, je me suis dit, l'information, elle circule et c'est pas plus mal, quoi. Alors, il y a eu des commentaires sur l'histoire du DMP, de dire que c'était pas autorisé probablement de mettre ce genre d'informations, en tout cas sans l'accord du patient. Ça, alors là, après, moi, je suis pas une spécialiste de la question, mais il est arrivé en usine digestive, c'est la réponse sur, j'imagine, ce fameux patient. Oui, il est arrivé arrivé en soins intensifs. en soins intensifs et c'était même marqué dans le mot d'entrée fait par l'interne de chirurgie, c'était marqué portage de candidat au risque. C'est vrai que même lui aurait dû nous prévenir et en fait, après discussion, en fait, il savait juste pas ce que c'était, quoi. Ouais. Faudrait que ça puisse dire attention, candidat au risque, c'est pas n'importe quel. Ouais, en fait, lui, candidat au risque, comme ça pourrait être candidat à autre chose, où il a peut-être pas. C'est vrai que candidat fait pas partie jusqu'à maintenant des choses qui étaient repérées comme étant. Voilà, il y a les BHR, il y a les BMR, il y a les abris, ça commence à faire beaucoup de bestioles aussi qu'il faut prendre en compte, et pour des gens non spécialistes, c'est sûrement pas évident d'avoir toutes ces informations-là, quoi. Alors, il y a un commentaire sur le partage d'informations, qui est la question du partage d'informations est centrale pour éviter le passage à une situation épidémique. En Italie, il s'est confronté au même problème et selon ce facteur était déterminant dans l'installation de candidats au risque comme endémie dans toute la moitié nord du pays. Ils l'ont résolu grâce à une circulaire juridique imposant l'obligation d'information, à l'instar de ce qui se fait en Allemagne ou au Royaume-Uni. Oui, après c'est complexe parce qu'il y a aussi l'obligation d'information, il y a aussi la protection des données personnelles. C'est des questions qui sont vraiment pas simples. Donc après, nous, on peut que encourager tout le monde à faire passer l'information aux confrères de sa spécialité, que ce soit en espérant qu'en augmentant le nombre de gens qui font passer l'information, il y a moins de risques qu'il y ait un trou, quoi. Mais on peut que. Et nous, ce qu'on espère, c'est quand même qu'il va y avoir, à un moment donné, mais je ne peux absolument pas le garantir, au moins une circulaire sur l'obligation de dépistage. Parce que ça pourrait être aussi. Ça pourrait permettre, en tout cas, sur les rapatriés sanitaires, par exemple, ça pourrait quand même permettre aussi de maîtriser au moins les patients à l'arrivée. Bon, sachant que les rapatriés sanitaires en réa, ils sont en général, on leur saute un peu dessus quand même sur le plan risque infectieux, parce qu'on sait très bien qu'ils promènent un certain nombre de microbes multirésistants avec eux. Mais bon, c'est quand même bien, une fois qu'on a le dépistage, on peut quand même réagir plus vite. Alors, nous avons actuellement un patient porteur de Candida auris. C'est une question. Nous recommandez-vous de réaliser des prélèvements environnementaux à sa sortie? Vu l'expérience d'Amiens, moi j'aurais tendance à dire oui. Voilà, peut-être vous rapprocher de l'UPRI pour avoir plus de détails sur ce qu'ils ont fait vraiment précisément comme point, parce que ça, moi je ne l'ai pas en tête, le nombre de points. Et en gros, ce qui était fait, pour en confirmer, c'était donc des points de prélèvement et ensuite le blocage. C'est ça qui est compliqué, c'est le blocage de la chambre, puisque comme ça pousse lentement, on est obligé d'attendre une semaine les résultats, et donc ça fait des chambres bloquées quand même 7 jours. Ce qui n'est pas non plus évident à gérer dans une gestion de lit, mais voilà, je sais pas si vous voulez compléter. On faisait 16, on avait 16 points de prélèvement. Voilà, il y avait 16 écouvillonnages qui étaient réalisés dans les chambres, sur tous les points de contact, les surfaces fréquemment touchées. Et aussi, la face inférieure de l'adaptable, voilà, plein de points. Mais c'était 16 écouvillons, et nous, on ne fait pas de PCR ici. Donc, voilà. On n'a pas bénéficié comme Saint-Antoine de la double technique. Donc, tout était analysé en culture. C'est pour ça qu'on devait attendre 7 jours.
Oui, la question, c'est si la chambre est positive en PCR, qu'est-ce qu'on fait? On la bloque du coup pareil, 7 jours, mais on attend le résultat parce que ça change peut-être rien. Par contre, si c'est négatif en PCR, c'était ce que tu disais tout à l'heure, ça Oui, risque moi, du c'était, coup voilà, c'est ça, c'est le truc, c'est que a priori, enfin, bon, après, moi, c'est vraiment, je reprends les dires de Taïeb Chouaki, qui est notre mycologue, enfin, référent en tout cas sur ce dossier-là, et qui me disait que, voilà, effectivement, a priori, si la PCR est neg, il y a peu de chances que la culture soit positive derrière, et donc ça nous permettrait de libérer les chambres plutôt à 48 heures que 7 jours après. En revanche, si la PCR revient positive, on doit attendre les résultats de la culture. Et là, si la culture est positive, et ça a été le cas, puisqu'on a eu, nous, on a eu une sonnette et une barrière de lit dans une chambre qui ont été positives en culture, et on a refait un double entretien, refait des prélèvements, réattendu 7 jours d'avoir les résultats. Mais il faut préciser que sur la seule chambre qui a été positive en culture sur ces 2 points, en fait, c'est une chambre qui avait été faite sans supervision de l'UPRI. Et donc, en fait, quand l'infirmière hygiéniste référente des locaux, elle est retournée pour le 2e entretien, en fait, visuellement, déjà, c'était sale. Donc, il y avait déjà eu un gros souci au niveau de l'entretien. Voilà, donc voilà, c'est vrai que ça nous avait fait quand même relativiser les choses à ce moment-là. Après, sur toutes les autres chambres, dès lors qu'il y a eu encadrement, enfin supervision et puis formation des binômes de nos 2 prestataires, voilà, depuis, on n'a plus de chambres positives au niveau culture. Alors effectivement, après, on sait la valeur que ça a, les prélèvements d'environnement. On est peut-être passé à côté et peut-être que c'est faussement rassurant, mais voilà, en tout cas, faut bien se baser sur quelque chose. Frédéric, vous, c'était combien de points, vous? C'était dans la chambre? Parce qu'il me semble que c'était pas le même nombre. Non, on faisait que 6 points par chambre. Et par contre, je reprenais, là, je regardais en même temps que vous parliez nos résultats. On avait quand même une VPN de 100%. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un point positif, négatif en PCR qui est devenu positif en culture. Donc c'est intéressant. Voilà. Par contre, l'inverse pose problème. C'est-à-dire que les points PCR positifs avec des CT qui étaient à 38, 39, voire 40 ou 41, on ne savait pas très bien comment les interpréter, quoi en faire, surtout pour réouvrir la chambre. Et c'est ça qui sera peut-être complexe. Voilà. Enfin, après, je ne sais pas du tout si jamais il y a des recos, si elles iront aussi loin que ça, hein, mais ce sera peut-être des choses aussi à développer en termes de recherche, de recherche clinique, enfin voilà, de recherche locale aussi, de voir finalement de décider de quelque chose s'il n'y a pas de recos, voilà, de prendre des décisions sur à quel CT on s'arrête. Ça pourrait être un truc à soumettre aussi au CNR, de leur dire on aimerait bien avoir un positionnement sur là-dessus, mais après, en tout cas, sur la question qui était posée sur faut-il faire des prélèvements, honnêtement, moi je pense que oui. C'est-à-dire que quand même, vu la capacité, alors bien sûr, on a bien vu que la qualité de l'entretien du nettoyage est absolument centrale. Enfin, nous, ça a été vraiment un sujet à Amiens énorme, hein, parce qu'effectivement, il y avait vraiment un problème d'agents, d'encadrement d'agents, de prestataires avec un turnover en plus, etc. Donc ça, évidemment, la qualité, si vous avez des très très bonnes équipes d'entretien, mais on sait que c'est un problème dans plein d'établissements, mais quand même faire un prélèvement de contrôle avant vu la persistance environnementale de ce machin, honnêtement, moi je trouve que c'est quand même plus. Enfin voilà, parce qu'il y a des transmissions de chambres, quoi. On le connaît avec d'autres micro-organismes, mais là visiblement ça a vraiment une capacité de survie environnementale longue et ça colle. Enfin, il a une adhésine et du coup vraiment il est bien implanté, quoi. Donc voilà, moi vu qu'entre la première et la deuxième vague, il n'y avait pas d'autres hypothèses possibles que la salle de radio-interventionnelle, qui est une salle particulière, hein, avec beaucoup de matériel dedans et tout ça. Mais vu que c'était la seule hypothèse et que donc probablement, en fait, la naissance de ces cas groupés s'est faite par des locaux, en fait, par des lieux, c'était difficile pour nous de nous dire bon, bah non, on ne fait pas de prélèvement d'environnement du coup. Voilà, donc c'est pour nous, enfin nous dans notre situation, c'était pas, voilà, au bout d'un moment, ça a été vraiment une évidence qu'il fallait réaliser ces prélèvements, même si effectivement,
on dort jamais trop vraiment sur nos 2 oreilles, même avec 16 écouvillons par chambre. On a Oui, bien il y a compris des, que ouais, voilà, il y a, c'était il y a des, il y a des, fallait- li- il y a- il y a des limites, hein, bien sûr. Là où on cherche, il n'y en a peut-être pas, il y en a peut-être 3 cm à côté, mais bon, ça, c'est la limite du prélèvement mais on a quand même, d'environnement. voilà, on a l'impression de faire tout ce qu'on peut. Voilà, en tout cas, Exactement, bah, c'est c'est déjà ça. exactement. Non, mais tout à fait. Je pense que c'est ça qui sont l'ampleur du phénomène. De toute façon, il fallait. On a bien vu au fil des réunions, petit à petit, on a augmenté de plus en plus. On a essayé de trouver des nouvelles réponses parce que ça continuait en fait. Et il y a un moment, bah voilà, je pense que tout a été fait, tout ce qui était possible, me semble-t-il, a été fait pour maîtriser l'épidémie, qui a finalement été maîtrisée parce que aussi les patients sont sortis, hein, et que c'est quand même aussi Ouais, comme c'est ça que ça se règle. c'est ça la Mais clé. voilà, ça a quand même duré un bon petit moment. Et en tout cas, l'environnement avec ce micro-organisme-là est encore plus majeur qu'avec. Alors, moi, je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qu'on trouvait avec l'abri. Voilà, c'est quand même de la persistance environnementale très forte. C'est pas une bactérie, certes, il y a cette histoire d'adhésine, mais quand même, voilà, c'est très persistant. Et donc plus encore qu'avec les BHR qui sont déjà assez persistantes, hein, parce que c'est pas non plus très fragile, les entérobactéries. Mais là, c'est encore plus le cas. Et comme c'est la colonisation cutanée, voilà, assez vite, ça va pouvoir. Alors sûrement qu'il y a des facteurs patients aussi. Pour certains sont colonisés, pas d'autres. Il y a peut-être des immunités. Ça, il faudrait vraiment poser la question. Je vous invite quand vous verrez passer l'annonce du webinaire de septembre, parce que là, on pourra poser des questions vraiment aux mycologues, hein, spécialistes, et qui apporteront d'autres éclairages, je pense, sur Candida auris. Alors, il y avait une question, est-ce que c'était toujours positif après post-DSVA? Il me semble que oui, mais pour les Il y avait surfaces qui étaient restées. Sur la chambre, eu oui, une SVA. sur la chambre qui était revenue positive, en fait, bon, on avait demandé Le un protocole. entretien renforcé avec des SVA, mais en fait, vu que l'entretien de base avait probablement été mal fait, enfin visuellement en tout cas, c'était Ouais, pas c'était ça. conforme. Et donc, effectivement, la DSVA, c'est pas non plus une baguette magique. Non. Donc, voilà, il faut quand même avoir utilisé l'huile de coude auparavant. C'est ça. Et donc, effectivement, par contre, voilà, une fois que la chambre a été refaite, donc on a refait tout le protocole comme il faut, avec l'infirmière hygiéniste qui était présente, qui a encadré les équipes. Et là, les prélèvements de contrôle sont revenus négatifs. Non, mais je pense qu'effectivement, ça souligne bien enfin, Mm. c'est l'entretien initial qui est la DSVA, c'est le. Après, on saura, je sais pas ce que ça rajoute sûrement, mais c'est de toute façon, si on désinfecte Alors, un truc pas propre, ça marche pas, quoi. bah oui, non, c'est ça, mais c'est ce qu'on leur dit tout le temps, même pour quand on a nos BHRE. En fait, la DSVA, on le fait en routine autour de nos patients porteurs de BHRE, et donc là, on a appliqué la même chose pour Candida auris, mais voilà, quelle est la plus-value réelle, ça, on ne sait pas, en fait. Voilà. Mais nous, ça nous rassure peut-être un peu aussi voilà, Non, mais se ça dire permet, qu'on a essayé quand même vraiment là ça permet d'attirer l'attention des équipes d'entretien sur, c'est une procédure spéciale. Oui. Ouais, Et en tout à fait, notamment sur les secteurs de réanimation, ça, là, donc du coup, c'est pas une équipe, c'est pas un prestataire, c'est notre équipe hôtelière. Et c'est vrai que les ASH sont vraiment formatés. C'est-à-dire quand il y a DSVA, il y a entretien renforcé. Et donc, en fait, nous, finalement, c'est ça qui nous intéresse plus. C'est l'entretien renforcé qui va précéder la DSVA. Mais pour eux, c'est un marqueur, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on avait insisté sur le double passage. C'était vraiment avec cette idée que du coup, ça les oblige vraiment à passer partout et pas, en théorie, pas oublier des zones. Oui, je pense qu'il faut pas enfin, c'est globalement un énorme sujet, le bio-nettoyage dans le Candida auris. Du coup, il faut voir tout le monde n'a pas de la DSVA, mais il y a aussi le renforcement, la fréquence, insister sur le fait qu'il faut vraiment être passer partout. Mais évidemment, hein, il y avait un sujet énorme, c'est que à Amiens, c'est que le prestataire, et les agents, ils n'ont pas assez de temps. Enfin, il y a toujours la question du temps qu'on y passe. Je ne sais plus ce que il me semble que vous m'aviez dit que pour faire complètement la chambre, c'était 2 heures, non? C'est pas ça? Oui, 1h30, 2 heures 1h30, 2 heures. Ouais. à deux Donc personnes. c'est évidemment pas le standard, on va dire, d'un. Non. Donc, mais c'est vraiment insister, c'est très juste. C'est ce que je disais aussi avec l'emploi d'un produit qui n'est pas le même que d'habitude. Ça met tout ça rappelle à quel point on n'est pas dans la situation, on n'est pas comme d'habitude, justement. C'est pas que d'habitude, faut pas faire attention.
mais là, il faut faire beaucoup plus attention et je crois qu'effectivement, selon chacun dans son établissement va savoir quelle méthode utiliser pour vraiment rappeler aux équipes: «Attention, là, c'est pas comme d'habitude et on est donc sur quelque chose où il faut vraiment pas laisser passer et pas, être vraiment particulièrement attentif». Et Ouais, vas-y, sinon, excuse-moi Julie. ouais, non, c'est juste pour revenir, pour insister aussi sur l'environnement. Donc, sur notre cas là, qui a émergé fin décembre, c'est vrai que c'était hyper déroutant parce que finalement, quand on s'est rendu compte que le seul point commun, c'était la salle d'interventionnel, en fait, quand on a regardé concrètement les dates de passage, notre patient ukrainien, donc voilà, le porteur connu vraiment qui a fréquenté cette salle assidûment, son dernier passage à lui, c'était le 18 juillet 2024. Et la patiente qui se positive, elle passe dans cette salle-là la première fois, je crois que c'était fin octobre. Donc, il y a eu quand même un délai assez important entre son dernier passage à lui dans cette salle et son premier passage à elle. Donc ça aussi, ça nous a interpellés. Et là, on s'est dit, c'est qu'il y a forcément de la bête quelque part, sans qu'on puisse savoir exactement où. Donc la seule solution, c'était de tout nettoyer de fond en comble. Donc ça a été fait une première fois fin décembre et ça a été renouvelé le 20 janvier. Et voilà, depuis, on croise les on doigts. croise les doigts. Il y a Sarah qui a levé la main. Oui, du coup, moi j'avais une question. Est-ce que vous avez retracé tous les patients qui étaient passés par cette salle-là entre juillet et octobre en les considérant à risque ou on part du principe Alors, qu'il y en a trop et... oui, non, voilà, on s'est longuement posé la question et là, on s'est dit que ça allait faire vraiment trop de personnes. Donc, on s'est concentré. Je les avais listés, je crois que ça faisait 1200 patients. Donc déjà 183, ça m'a pris une bonne grosse demi-journée de travail pour les rentrer dans le logiciel. Ouais, on s'est concentré sur les 4 semaines avant le dernier, avant le 20 janvier, parce que le 20 janvier, c'était notre deuxième mise à blanc de la salle. Donc on en a discuté, on s'est dit, bon, on va remonter un bon 4 semaines avant. Non, on est remonté même jusqu'au 1er décembre. Oui, donc au 1er décembre. Donc on a quand même étendu. Donc je me souviens plus, mais je sais que cette date, on l'a choisie avec le CNR, mais je ne sais plus pourquoi. Je l'ai marqué dans le... C'était la salle du dernier porteur. Oui, c'est ça. Il y avait une histoire de 4 semaines, mais où effectivement, alors c'est dans les recos, je crois, où ils parlent. On a fait 4 semaines pour les découvertes fortuites. Alors, je sais pas, est-ce que dans notre tête, on n'a pas fait un. Oui, si. Bon, voilà, on a fait un compromis en fait par rapport à ça. On s'est dit, ça va faire de trop. Et voilà, pour l'instant, voilà. On n'a pas eu d'autres identifiés. Ouais. En fait, là, parmi nos cas, c'est ce qu'on a essayé de représenter sur la courbe épidémique. En fait, nos patients positifs, ils ont parfois plusieurs facteurs d'exposition. Donc, ils ont cette salle-là pour certains. Ou alors c'est le fait d'être en même temps dans le même service qu'un porteur, donc des vrais contacts, des contacts services, quoi. On a un petit peu de tout. On a aussi, je crois, un patient. Là, c'est vraiment juste la chambre de réa. Là, oui, lui, c'est son seul facteur d'exposition. Enfin, on a vraiment un petit peu toutes les possibilités autour de nos porteurs. Et est-ce que vous avez essayé de faire un peu un style de cas témoin, essayer de voir parmi tous les contacts, vu que vous avez eu d'autres cas secondaires, lesquels étaient plus à risque d'être colonisés en fonction, je sais pas, de la proximité géographique, de facteurs de risque individuels, de pathologies, etc., pour essayer de comprendre quels sont les patients finalement les plus à risque d'être cas secondaires au cours de ces épidémies? Non, alors non, malheureusement, ça serait hyper intéressant, mais on n'a pas eu le temps d'aller jusque-là, parce qu'on est par ailleurs noyé par une épidémiologie d'EPC depuis plusieurs mois qui est assez conséquente. Et donc voilà, entre les EPC et les ORIS, c'est compliqué de se dégager du temps pour faire ce genre d'analyse, mais ça serait hyper intéressant de pouvoir faire ça. Alors, un jour peut-être, mais là dans l'immédiat, on n'a pas pu le faire.
Il y avait un commentaire de David Amado sur le fait de se saisir effectivement de cette question. Alors, les CEPIAS, je ne sais pas, mais en tout cas, la SF2H, oui, qui se saisir de la question de méthodologie normalisée, plutôt la SF2H du coup. Et ou la SFMM, le CNRMA, de toute façon, ils ont toutes les données, ils savent, ils sont au courant hein, de ce qui s'est passé. Après, ouais, je sais qu'ils ont d'autres sujets brûlants actuellement, mais c'est vrai que bien sûr, ce serait vraiment intéressant d'avoir une méthodologie normalisée de prélèvement d'environnement. Je suis tout à fait d'accord. Et alors les audits de bio-nettoyage par fluo, ça, je sais pas, nous, je sais pas si vous faites ça à Amiens. Non. Non. Je sais que ça, effectivement, c'est une possibilité, mais là, de toute façon, il y avait peut-être même pas besoin de faire d'audit, en fait. Hein, c'était Ah bah, Ouais, c'était sur la chambre c'était- seule, c'était non, tellement, c'était pas la peine. c'était tellement flagrant que Et je pense puis, que une personne pendant 6 minutes pour faire une chambre, on s'est dit, c'est pas raisonnable. c'est ça, ouais, tout à fait. Donc, Non, mais c'est tout. voilà, En fait, on avait quand on s'est intéressé un peu au truc, en disant, bon, on va pas juste donner le protocole, on va quand même s'inquiéter de savoir s'ils le respectent. Et quand on s'est aperçu qu'ils avaient 6 minutes pour faire une chambre en courant, hein, et que en plus, quand on passait derrière, c'était pas du tout nettoyé, on s'est dit, bon, bah voilà, c'est tout. Même pas besoin de mettre du Pas fluo besoin là. d'aller auditer, effectivement. Mais effectivement, il faut essayer de vraiment d'accompagner ces équipes d'entretien des locaux du mieux possible, à audit ou pas audit. Mais en tout cas, là, il y a eu de l'accompagnement, de la supervision, de la formation, et ça a sûrement amélioré les choses. Et l'entretien d'EDM, bien sûr, hein, est aussi effectivement tout à fait central. Ça a été aussi, c'est vrai qu'on en a moins parlé, mais ça a été aussi un thème, bien sûr, à renforcer. De toute façon, là, on est vraiment sur la persistance, effectivement, sur matériel et surface qu'il faut absolument prendre en compte, encore plus que d'habitude. Alors, avez-vous installé pour les établissements concernés une surveillance interne de long terme pour les établissements concernés? En fait, la question s'adresse à qui? Parce que dans l'établissement concerné, une surveillance interne de long terme, nous, pour l'instant, il n'y a pas de recours, en fait. C'est-à-dire que enfin, il n'y a pas de recours. J'exagère. Il y a des recours, mais qui ne sont pas hyper précises. Donc nous, après, en tout cas, si la question s'adresse au CEPIAS, nous, on a le pouvoir de rien du tout. Donc on a comme aujourd'hui, hein, on a fait part de la situation et effectivement, après, c'est à la charge de chaque établissement d'établir sa propre surveillance, de décider est-ce qu'il surveille tous ses patients de réa. Mais ça, pour l'instant, on manque de recos effectivement hyper précis sur qui on doit dépister. Et donc, pour le moment, chaque établissement, il n'y a pas de recommandation, en tout cas, par exemple, qui viendrait, je sais pas, de l'ARS ou de Santé publique France pour dire il faut le faire. Il y a les recos du Haut Conseil, mais qui ne sont pas ultra précises sur qui il faut. Parce qu'elles sont déjà un petit peu anciennes en fait, hein. Qui il faut cibler et donc moi, si on me demande mon avis, effectivement, je pense que c'est bien de s'y atteler, enfin, de réfléchir dans chaque établissement. Parce que les établissements concernés, pour l'instant, c'est Amiens, mais ça a été aussi Lille, mais ça a été aussi déjà d'autres établissements qui ont vu passer des patients porteurs et ou contacts à risque élevé. Donc il y en a déjà pas mal dans la région. Donc ce serait en fait en gros, possiblement pas tous les établissements, mais pas plusieurs établissements. Et donc après, c'est à la charge de chaque établissement avec son équipe d'hygiène, son service qualité, ses réa, de savoir qui. Épidémie, pour l'instant, il n'y a qu'Amiens. Il y a que Amiens qui a eu, en tout cas dans la région, qui a eu vraiment. Il y a eu un cas secondaire à Lille, mais l'autre patient était déjà sorti, donc c'était pas vraiment une situation épidémique. Il y a eu un cas secondaire de mémoire d'un patient qui a fait l'aller-retour entre Amiens et Lille, mais ça n'a pas généré d'épidémie. Donc concerné par des épidémies, pour l'instant, il n'y a eu que ici, donc qui a pris en main le sujet et qui du coup est prêt. Enfin, ils sont prêts pour je sais pas finalement. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous dépistez du coup les patients qui ont un séjour à l'étranger. Enfin, vous avez mis ça dans vos Oui, ceux qui sont... intégré ça dans vos recos et les autres établissements potentiellement concernés à l'avenir. C'est à chacun pour le moment, à défaut, en l'absence de recos pour l'instant suffisamment précises, c'est à chaque établissement de se saisir du sujet, de voir si il se sent, est-ce qu'il est concerné ou pas. Ça dépend quand même aussi du type de patient accueilli et du type de service. Il me semble que tous les établissements qui ont des réa et des services, par exemple d'hémato, parce qu'on n'a pas du tout envie de voir arriver candidat Auris dans un service d'hémato-cancéro.
Ça semble être cela quoi, où ça risque de mal se passer en termes d'impact patient. Je veux dire, pas en termes de la dissémination, elle peut sûrement se faire ailleurs, mais l'impact patient, il est quand même, comme toujours, hein, plutôt dans ces services-là. Donc voilà, nous pour l'instant, on n'a pas donné, enfin on a donné des recos, on a donné des documents mais comme on se base sur les recos existants du Haut Conseil, ce qui nous aidera, c'est des recos mises à jour, on espère dans quelques temps, qui seront peut-être plus précises sur qui faut-il cibler. Sachant que, comme je l'ai dit pendant ma présentation plusieurs fois, il faut, avant de se lancer, quand même se rapprocher de son laboratoire et voir ce qui est possible. Parce que c'est bien beau de faire des dépistages, mais il faut quand même que le laboratoire puisse les traiter derrière. Et comme on a encore une très haute intensité de circulation de BHRE avec des recommandations qui, pour le moment, n'ont pas encore changé, voilà, on a quand même on commence à avoir une actualité, comme disait Julie, hein, épidémiologique dans les établissements qui est majeure et qui permet, enfin voilà, qui embolise aussi complètement à la fois les équipes d'hygiène et les laboratoires de microbio. Donc tout ça, ça doit être pesé à mon sens dans chaque établissement pour voir, ben, voilà, c'est le bénéfice-risque hein, de se lancer là-dedans. Mais pour moi, c'est important d'y réfléchir dans chaque établissement et pas attendre d'avoir eu l'épidémie pour s'y mettre, justement. C'était tout le but, hein, nous, à la fois du webinaire d'aujourd'hui, des documents qu'on a produits, de l'alerte qu'on a donnée. C'est n'attendez pas d'avoir eu les premiers cas secondaires pour vous dire, tiens, au fait, c'est émergent, quoi. C'est plutôt s'y atteler et puis de voir ce qui est possible de faire à l'échelle de chaque structure. Utile, nécessaire et possible de faire. Donc webinaire candidat au RIS national, j'ai retrouvé la date, c'est le 29 septembre à 15h et du coup vous verrez passer l'info, enfin elle passera plutôt par Mathis, hein, par l'équipe nationale Mathis qui est chargée de la diffusion de l'information, de la communication. Nous on recommuniquera bien sûr dessus quand on aura tous les intervenants parce que là pour l'instant il manque encore un infectiologue. Et voilà. Et si parmi les gens présents, voilà, vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez des détails sur l'expérience d'Amiens, bon voilà, vous savez maintenant que c'est là que ça s'est passé et que donc c'est eux qui ont l'expérience la plus concrète et la plus importante actuellement, je pense, en France. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même, le cluster qui a été le plus important et qui a été maîtrisé. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir cette expérience-là. Et bah, enfin intéressant, voilà, ça s'est produit, c'est tout. C'est sur le maîtriser, là. T'emballes pas. Il est mis en pause, on va dire. C'est ça. Pour l'instant, on n'a plus de cas, donc voilà. Mais quand on voit l'allure de la courbe épidémique, bon, on n'est pas non plus complètement. On n'est pas complètement sereine. Non, non, bien sûr, mais encore. Pour l'instant, en tout cas, c'est. Ouais. Cluster plus important à Tenon. Oui. Alors, il y a un débat sur les PCR positifs, mais bon voilà. Mais oui, c'est vrai. Vous avez eu plus. Je suis d'accord. Vous avez eu plus de cas, c'est vrai. Mais voilà, et en tout cas, il y a ailleurs, il y a des cas aussi plutôt sporadiques et qui n'ont pas fait de petits, mais parfois aussi, parce que je sais qu'il y avait un des CPS qui m'avait raconté qu'en fait, les patients sont assez vite décédés, donc forcément, ils n'ont pas eu, ils n'ont pas eu l'opportunité de disséminer. Mais en tout cas, quand on cherche, on trouve. En Pays de Loire, ils se sont mis à proposer au CHU de dépister, et ils en ont trouvé. Et voilà, c'est en plein débat dans les différentes régions et quand on va commencer à chercher, je pense que malheureusement, on va en trouver. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur les documents existants, tout ce que j'ai mis. Donc bien sûr, il y avait une question plus haut, hein, tous les diaporamas, enfin si l'équipe Lupri est d'accord, en tout cas le mien sera mis à disposition, ainsi que le replay de ce webinaire si vous voulez en reparler dans vos équipes et revoir ce qu'on s'est dit. Ce sera sur notre site dans quelques jours, le temps qu'on télécharge le lien et que mon équipe le mette en ligne. Ce sera fait. S'il n'y a plus de questions, parce qu'on a largement dépassé le temps, merci à tous d'être venus. À très bientôt pour nos prochaines actualités. Et puis, bel été pour ceux qu'on ne reverra pas tout de suite. Voilà, bonnes vacances quand même. Merci à l'équipe d'Amiens. Salut.